Eh bien, bonsoir et puis bienvenue dans cette masterclass. On est très, très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième partie des mères face à la justice patriarcale, donc un cycle de masterclass sur trois volets. Et aujourd'hui, on va parler du coup de la garde partagée et des violences économiques avec Stéphanie Lamy et Céline Pic. Donc, comment ça va se passer? Donc, c'est une masterclass qui va durer 1 heure et demie avec des temps de présentation et des temps de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poster dans le chat et on les récupérera puis on les posera aux intervenantes. Et voilà, la vidéo est enregistrée pour information et sera disponible en replay. Et ce sera tout. Voilà, voilà. Alors, donc cette masterclass a été, on va dire, réalisée avec le groupe Féminisme et Justice, qui est un groupe de travail au sein d'Oser le Féminisme, qui s'occupe en fait des questions des femmes et des mères, du coup, face à la justice, et de tous les problèmes qu'il peut y avoir justement quand une femme va déposer plainte ou alors comment va être traité son procès. Et aujourd'hui, on va s'occuper en fait de voir particulièrement les violences économiques quand elles se retrouvent séparées de leur ex-conjoint violent. Oser le féminisme, c'est une association créée en 2009 qui porte plusieurs valeurs, donc progressistes, universalistes, intersectionnelles, abolitionnistes, qui lutte contre la lesbophobie et la biphobie, antiraciste, laïque et indépendante des partis politiques. Donc on fait plusieurs actions. Nos objectifs, c'est de dénoncer les inégalités femmes-hommes dans tous les domaines. Et nous publions un journal. Nous menons régulièrement des projets, des actions de terrain, des plaidoyers, mais aussi des campagnes de sensibilisation, comme par exemple les masterclass. Je vais demander du coup à notre première intervenante, Stéphanie Lamy, de se présenter et de nous expliquer un petit peu quel est son combat. Bonjour à toutes et tous. Ça me fait hyper plaisir de voir aussi nombreux et nombreuses. Alors moi, je suis Stéphanie Lamy. J'ai cofondé le collectif Abondante Famille Tolérance Zéro en 2012 avec d'autres mamans séparées. Au départ, on luttait pour le paiement des contributions alimentaires qui étaient impayées. Très rapidement, on a élargi notre champ d'action à tout ce qui est violence économique faite aux femmes et aux enfants dans la sphère familiale, et avec un gros focus sur tout ce qui est violence économique post-séparation. Donc, on travaille ce sujet-là depuis 2012 avec beaucoup d'interpellations des politiques, mais également une mise à l'agenda dans les médias. Donc, je crois qu'on est la première association au collectif de réellement se focaliser uniquement sur les violences économiques faites aux femmes et aux enfants en France, alors qu'au Canada, par exemple, c'est un objet de lutte féministe déjà depuis des décennies. Donc, ça, c'est notre petite fierté. En tout et pour tout, on est dans la action team de 5 à 10 mères séparées à un temps donné. Il y a toujours un roulement puisqu'on est une association de fait et pas une association structurée. C'est vraiment par volonté. On n'a pas d'équipe fixe parce qu'on sait que les mères rentrent dans ce combat et à un moment ou à un autre, leur dossier se termine et elles en ressortent. Alors certaines restent et d'autres passer à un autre chapitre de leur vie, et tant mieux. Voilà. Donc ça, c'est notre collectif, et donc ça fait presque 10 ans maintenant qu'on s'attaque à cette montagne que sont les violences économiques. Merci Stéphanie. Je vais demander du coup maintenant à Céline si elle peut se présenter. Moi, je m'appelle Céline Pic. Je suis ravie d'entamer cette discussion avec Stéphanie, qui est bien plus experte que moi sur le sujet.
Et j'ai beaucoup appris ces dernières années sur un sujet qui est d'habitude pas beaucoup traité par Oser le féminine, parce qu'on s'est beaucoup concentré ces dernières années sur la question des violences. Oui, je suis militante à Oser le féminine depuis 2015, je suis une vieille militante, et accessoirement porte-parole et présidente jusqu'en 2021. Et c'est vraiment un sujet que j'ai eu à cœur de porter au sein de l'association pour parler des mères, pour parler aussi un peu économie, parce qu'on a tendance à penser que les histoires de sous, ce n'est pas une histoire de femmes. Et en fait, vraiment investir les questions d'argent, de revenus, de patrimoine et toutes les questions qui se posent à plein d'étapes de la vie, en particulier au moment de la mise en couple et puis au moment de la séparation, qui est source, on l'expliquera un peu plus tard, vraiment source de pauvreté des mères. Et les mères solo sont le premier groupe, le groupe le plus touché par la pauvreté, le plus en dessous du seuil de pauvreté, 34%. Stéphanie, je pense qu'elle pourra me corriger si je me trompe sur certains chiffres ce soir. Et donc, c'est de ça aussi dont on va parler, c'est comment on fabrique la pauvreté des mères aujourd'hui. Voilà, je fais aussi... j'ai longtemps travaillé dans la banque et donc je suis assez intéressée par toutes les questions économiques et financières. Merci. Je vais du coup maintenant passer le PowerPoint des intervenantes et n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez besoin que je passe à la slide suivante. Donc c'est une excellente transition et puis je vais donner la parole peut-être à Stéphanie pour qu'elle contextualise un peu les choses. La question des inégalités de salaire est toujours pas très bien traitée, mais les chiffres sont rappelés année après année en disant que ça ne baisse pas malheureusement. On parle de 28% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, tout confondu, c'est-à-dire il y a différents types de discrimination. Il y a une première part qui est des discriminations qu'on appelle souvent les discriminations un peu pures, c'est-à-dire à même poste, exactement même poste, il y a des discriminations contre les femmes, il y a des discriminations par rapport au métier et ensuite il y a des discriminations par rapport au temps de travail, c'est-à-dire que les femmes sont davantage au temps partiel et on sait pourquoi elles sont davantage au temps partiel, c'est parce que justement elles doivent s'occuper de la famille. Donc ces inégalités, elles sont à 28% au global. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce n'est pas du tout uniforme. C'est pas du tout uniforme et la question se pose aussi, mais peut-être que Stéphanie, tu voulais aussi peut-être compléter ce point-là et on peut peut-être passer d'ailleurs au slide suivant pour parler un peu plus précisément de chiffres. Donc, je vais juste présenter les chiffres et dire quel est l'enjeu de la façon dont on calcule ces chiffres et de la façon dont on les présente. Et je donnerai ensuite la parole vite fait après ce petit focus chiffres à Stéphanie pour qu'elle nous explique un peu mieux tout ça. Donc, ce que je disais, c'est 28% d'écart. L'écart est ce qu'on appelle androcentré, c'est-à-dire qu'il est toujours calculé comme étant combien de pourcentage les femmes gagnent-elles moins que les hommes. Donc, vous voyez sur le tableau, c'est tous les hommes et les femmes confondus. Il y a des revenus moyens de 16 299 pour les femmes, 22 793 pour les hommes. Ça fait 28% d'écart. Ça veut dire que les femmes gagnent moins 28%. Mais on voit bien que la référence, c'est le salaire masculin. Si on inverse la perspective et si on calcule différemment, c'est-à-dire qu'on calcule plutôt combien les hommes gagnent en plus des femmes, d'accord ? On arrive à un chiffre qui est différent. Qui est différent. Pourquoi ? Parce que si les femmes, par exemple, si je vous prends un exemple très concret, donc il ne faut pas avoir peur des chiffres, vous allez voir, c'est très simple. Si les femmes, par exemple, on dit, c'est une catégorie de femmes gagnent 50% de moins que les hommes, ce qui est à peu près le cas, vous le voyez sur le tableau, de la dernière ligne, pour les femmes qui gagnent, qui ont plus de 3 enfants, elles gagnent environ 15 000 € en moyenne par an, tandis que les hommes gagnent à peu près presque 30 000 € par an. On voit bien qu'on peut présenter les choses de deux manières. Soit on dit que les femmes gagnent 47% de moins que les hommes, c'est-à-dire qu'on fait le ratio 15 000 divisé par 29 000, effectivement, on gagne moitié moins, quasiment moitié moins. Ou bien on change de perspective et cette fois-ci on dit combien les hommes gagnent en plus. Et bien les hommes, si les femmes gagnent à peu près 2 fois moins,
c'est-à-dire le 47%, c'est à peu près 2 fois moins, ça veut dire que les hommes gagnent 2 fois plus. Et donc, une autre façon de présenter ce pourcentage, c'est de dire que les hommes gagnent 90% de plus que les femmes, c'est-à-dire quasiment le double. Donc, la question, c'est est-ce qu'on parle de moins 50% ou de plus 100%? Ça change complètement la perspective et on voit qu'en fait, les écarts sont incroyablement élevés. On est à 40%, si on recalcule par rapport au référentiel féminin, les hommes gagnent 40% de plus, toutes familles confondues, et on voit surtout que l'écart augmente avec l'arrivée des enfants. Donc on a 22%, les hommes gagnent 22% de plus que les femmes quand il n'y a pas d'enfants, quand ils n'ont pas d'enfants, donc célibataires ou en couple. Les hommes gagnent 31% en plus quand ils ont un enfant, quand il y a un enfant dans le couple, 47% en plus quand il y a 2 enfants et 90% en plus, c'est-à-dire donc du simple au double quand il y a 3 enfants. Alors cet exercice, Céline, j'interromps très rapidement pour bien faire comprendre. Cet exercice est hyper important parce que tout le reste de la masterclass, on va un peu vous expliquer que tout le système social, fiscal est androcentré. Et ça commence avec les chiffres. La manière dont sont présentés les chiffres repose toujours sur la référence homme, donc sont androcentrés. Donc, si nous, en tant que féministes, on ne fait pas cette gymnastique d'esprit, c'est-à-dire de dire que les pères avec 3 enfants gagnent plus que moi, mère avec 3 enfants, dans ce cas-là, en fait, on adopte l'optique androcentrée. Mais en tant que féministe, nous, on se targue à toujours vouloir mettre en perspective nos conditions de vie, notre point de vue et notre perspective. Donc, ça passe aussi par les maths. Donc, oui, qui sont genrées. Voilà, on peut le dire. Là, en fait, les statistiques sont genrées et sont androcentrées. Donc, ce petit exercice qu'on vous fait faire tout au début de la masterclass, qui paraît un peu compliqué comme ça, c'est vraiment la gymnastique qu'il va falloir faire tout au long de la masterclass pour comprendre comment, à partir de cette vision androcentrée, du langage qui est employé, la manière dont c'est calculé et les chiffres, certains qui existent et d'autres non, à quel point c'est vraiment centré sur les hommes et particulièrement les pères. Voilà. Pardon, je fais une petite parenthèse. Non, mais c'est parfait. Je pense qu'on va faire ça pendant toute la masterclass. Il faut que ça soit vraiment fluide et une discussion. Donc, tu me coupes la parole quand tu veux. Et peut-être expliquer un petit peu l'augmentation des écarts. Donc, on l'a dit, il y a différents… souvent, pour expliquer ce que je venais de dire, et je pense que tu pourras compléter, Stéphanie, on sépare ces écarts de salaire en 3 pôles. Le premier pôle, c'est ce qu'on appelle, ce que je disais, la discrimination pure, c'est-à-dire la discrimination à même poste et même responsabilité. Il y a déjà des écarts. Déjà des écarts parce que les femmes vont moins bien négocier leur salaire, parce que, en particulier pour les mères, le patron, grosso modo, va se dire « Ah non, mais celle-là, elle va encore partir en congé maternité, elle a un enfant, le 2e va bientôt arriver. » Et donc, une présomption de grossesse ou le fait qu'elle va être absente pour enfant malade. Enfin, il y a tout un tas de schémas qui fait que pour un même poste, les mêmes responsabilités, on a déjà des écarts de salaire parce qu'il y a du sexisme et que les femmes sont supposées être moins performantes, moins disponibles. Et en particulier, les mères sont vraiment très fortement perçues comme moins disponibles. Et donc, souvent, les carrières décrochent vraiment significativement à l'arrivée des enfants. Alors, à salaire net en équivalent temps plein, sans enfants, l'écart, donc si on le calcule de manière féministe, c'est-à-dire les hommes gagnent 7,5% de plus que nous. Et à partir du premier enfant, encore une fois, salaire net en équivalent temps plein, les pères gagnent 13,9%, donc presque 14%. Donc, on double l'écart à partir de l'arrivée du premier enfant. Ensuite, 2 enfants, c'est 26,8% de plus que nous et 45,5% à partir de 3 enfants. Attends, là, c'est pour un temps plein équivalent. Donc, on est vraiment sur des écarts qui sont assez monstrueux si on se situe du point de vue des mères. Et c'est très juste. Après, le deuxième pôle, c'est effectivement le fait que les métiers ne soient pas les mêmes.
Donc, par exemple, il y a beaucoup plus à bac+5 équivalent, il va y avoir beaucoup plus d'hommes, typiquement, je ne sais pas moi, cadres informaticiens qui vont gagner plus qu'enseignantes, alors qu'une enseignante, c'est aussi du bac+5, mais il va y avoir plus de femmes dans l'éducation parce que ça va être plus compatible avec aussi la prise en charge des enfants, hein, les vacances, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui font le choix d'être profs pour pouvoir aussi s'occuper des enfants. Donc, la différence des métiers. Les métiers féminins sont moins bien payés. On peut prendre d'autres exemples entre un technicien et une infirmière, par exemple. L'infirmière va être sensiblement moins payée. Et puis, le troisième pôle, c'est effectivement, Stéphanie Lamy nous donnait les chiffres des équivalents temps plein, mais il y a aussi des écarts parce que les femmes recourent beaucoup plus au temps partiel. Alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il y a 8% d'hommes dans les temps partiels. 8% des hommes sont à temps partiel, d'après mes souvenirs, contre plutôt 30% des femmes. Temps partiel parfois subi, comme les caissières, par exemple, ou celles qui sont dans le ménage ou dans d'autres métiers qui subissent des temps partiels, mais aussi des temps partiels qu'on dit choisis, mais en fait, il faudrait réfléchir à ça parce que c'est quand même imposé par un système qui attend que ce soit les mères qui s'occupent des enfants. Et donc, les temps partiels qu'on appelle souvent du mercredi, où des femmes passent à temps partiel à 60%, 70% ou 80% pour pouvoir continuer à prendre en charge les enfants. Et donc, c'est l'essentiel du décrochage entre 2 et 3 enfants, c'est par rapport à un retrait du marché du travail qui est très fort à partir de ce moment-là. Mais il y a aussi, bien sûr, et on va en parler plus tard dans la présentation, il y a des incentives, il y a des mécanismes qui font que c'est plus valorisant pour les pères de famille à ce que la mère reste à la maison et qui effectue donc un travail gratuit. Donc, on parle toujours de travail, mais il y a en fait le travail rémunéré, le travail non rémunéré. Et ce travail non rémunéré, donc il y a un coût pour les mères, puisqu'elles-mêmes, elles vont perdre en capacité de gagner des ressources. Donc, c'est un coût pour les mères, mais c'est un bénéfice pour les pères, puisque eux, comme ils sont libérés de ces tâches-là, vont pouvoir investir leur carrière de manière plus intense et donc gagner plus d'argent. Il y a un calcul qui a été fait par l'INSEE il y a quelques années, le travail domestique et le produit intérieur brut. En fait, si on regarde que le travail domestique restreint, donc les tâches ménagères et tout ça, la valeur du travail domestique, si on le valorise au niveau du SMIC, représente 292 milliards d'euros en 2010, et c'est soit 15% du PIB, dont 72% sont effectués par les mères. Donc, en fait, on contribue au PIB, c'est juste pas visible. Et ce travail invisible, en fait, il a de la valeur, mais pas pour nous, il a un coût pour nous. Et ça, c'est assez incroyable, c'est quelque chose dont personne ne parle. Le travail domestique et PIB, c'est vraiment un sujet, je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus, peut-être pas dans cette masterclass-là, Céline, mais avoir une vision un peu plus macro de l'économie. Il y a une partie qui parle justement des impôts et peut-être qu'on pourra réexpliquer qu'en fait, finalement, avec le système du quotient familial, on invisibilise ce travail gratuit. On imagine qu'une femme qui travaille ou qui ne travaille pas, en fait, ça revient au même, alors que pas du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes structures de coûts, en particulier pour celles qui travaillent. Elles vont avoir... on invisibilise complètement le travail gratuit des femmes. Et juste par rapport aux chiffres, le 15%, c'est bien que tu aies noté que c'est le très restreint, c'est-à-dire que vraiment, genre le ménage, c'est-à-dire vraiment le truc qu'on pourrait déléguer si on en avait les moyens. Et on arrive effectivement à un système où des femmes diplômées peuvent se permettre de déléguer une partie de ces tâches liées à l'éducation des enfants et à l'entretien de la maison. Et puis, par contre, si on prend les choses un peu plus globalement, on arrive très vite à des chiffres beaucoup plus importants, jusqu'à 30% du PIB, et encore valorisé au SMIC, si on prend par exemple les soins aux enfants, si on prend les trajets pour les activités, si on prend l'aide aux devoirs, les réunions parents-profs, les réunions de médecins, et encore le 30%, ça ne concerne que les tâches, je dirais, de soins aux enfants en plus. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la charge mentale et tout ce qui fait que tu fais en plus, qui n'est même pas comptabilisé. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir un certain nombre d'études de l'INSEE. Et pour répondre sur la question du PIB, il faut quand même se rendre compte que toute cette question du travail gratuit des femmes,
est traduisible en une étude tous les 10 ans, elle est décennale. L'enquête temps de l'INSEE, c'est une fois tous les 10 ans. C'est dire le peu d'intérêt qu'on porte sur cette question de la répartition, de la prise en charge des enfants. La dernière date de 2010, on est quand même en 2021, on n'a toujours pas de nouveaux chiffres. J'espère que les pères se sont mis un peu plus au boulot depuis. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rediscuté en fait. Et vraiment d'essayer de mieux mesurer et même d'étendre la répartition, l'étude du temps que consacre chaque femme et chaque homme aujourd'hui entre travail rémunéré et travail gratuit, c'est vraiment un vrai enjeu pour expliquer pourquoi on a ces inégalités de salaire. Alors, je prends peut-être une question au fur et à mesure parce que je pense que ça vaut plus la peine. On a quelqu'une qui a l'air d'être hyper informée et qui me dit que la prochaine enquête INSEE est 2024 ou 2025. Donc, c'est même pas décennal. Là, on part sur du 15 ans pour quand même un sujet qui représente à minima 15, 30 ou voire plus % du PIB. On parle de 60 milliards d'heures selon l'INSEE. L'enquête décennale de 2010 parlait de 60 milliards d'heures de travail gratuit. Oui, c'est le secteur, en fait, c'est la plus grosse part du secteur du PIB qui est totalement invisibilisé parce que, encore une fois, c'est effectué par majoritairement les femmes, très majoritairement. Donc, pour celles qui me connaissent, je suis anglo-saxonne, donc pardonnez-moi si de temps en temps je sors des phrases comme ça, mais en anglais on dit « what is not counted does not count ». Ce qui n'est pas compté ne compte pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité politique pour estimer, évaluer en fait ce travail-là. Donc, quand on a les politiciens qui nous disent il faut travailler plus, en fait, on travaille déjà, c'est juste qu'on n'est pas rémunéré. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie, au moins ça c'est dit. Voilà, c'est dit, le gros coup de gueule. Il va y en avoir plusieurs pendant cette masterclass. Comment on pourrait faire déjà, en fait, que les féministes parlent un peu de ce sujet-là, quoi, parce que c'est toujours envoyé à une sphère individuelle. Et ça, c'est vraiment pas la solution. C'est genre, t'as qu'à négocier avec ton mec. Mais bien sûr que c'est pas la solution, en fait. Moi, je crois que c'était assez bien expliqué, par exemple, dans la BD d'Emma sur la charge mentale. C'est qu'on est tous plus ou moins conditionnés. On a tous été élevés pour être un peu plus dans le soin des autres. Et les garçons ont toujours été davantage élevés en étant pris en charge par leur mère, justement, d'ailleurs, souvent. Et qu'il y a des mécanismes qui se reproduisent, que vous soyez féministe ou pas. Et c'est même un peu frustrant d'être systématiquement renvoyé à une négociation individuelle, à un propre échec en disant « Ah, mais j'y arrive pas. Je m'étais promis que moi, qui étais féministe, qu'il y aurait une répartition des tâches. » Et puis, je me retrouve en couple avec, à partir du moment où les enfants arrivent en particulier, il y a vraiment, les chiffres sont unanimes. C'est à ce moment-là, surtout, que se remettent en place des répartitions entre travail rémunéré et travail gratuit en défaveur des femmes. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on considère que la mère est garante de la prise en charge intégralement du foyer. Alors, juste, je vois un commentaire passer. Évidemment, là, on a restreint en fait, notre analyse sur les couples hétérosexuels. Je pense que on aurait dû dire ça en introduction. Donc là, on est vraiment sur les mécanismes en fait, d'inégalité. Je ne voudrais pas enfoncer, et je sais que vous avez bien fait de nous le rappeler. Donc là, on est vraiment sur les couples hétérosexuels. Voilà. Donc juste, on parle beaucoup de salaire, et c'est vrai que c'est l'un des sujets qui est le plus discuté dans les inégalités. Mais c'est pas. Alors, le souci, c'est même si on arrive à un niveau, à une égalité de salaire entre femmes et hommes, il y a des dynamiques intrafamiliales qui font que on risque de, même à salaire égal, dans un couple, d'être plus pauvre, de pédaler dans la semoule, si vous voulez, si on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de la famille.
Et ça, c'est très important. Et je crois qu'on va passer à ce slide-là après. Céline, c'est ça? Ouais, je pense que Oui, tu peux voilà. avancer, Laetitia. Parce que, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le genre du Capital, livre excellent. On va le mettre dans les références de cette masterclass. Donc, il y a un constat qui a été fait que l'écart de richesse, l'écart entre le capital détenu par les hommes et les femmes s'est accru ces 20 dernières années, passant de 9% en 1998 à 16% en 2015. Donc, presque doublé. Et ça, c'est pas malgré le fait que les salaires progressent. Donc, c'est un gros souci, c'est-à-dire que les femmes n'accumulent pas autant de richesses que les hommes, et d'ailleurs, elles en accumulent de moins en moins. Voilà. Alors, je veux bien prendre aussi une petite question. Est-ce que dans les couples sans enfants, la répartition des tâches est déjà déséquilibrée, mais juste c'est moins vital, fort ou exigeant? Alors, faut être clair. Alors, c'est vrai qu'on a fait une masterclass, je vous invite vraiment à aller le voir, qui est que sur cette question du travail gratuit des femmes. Mais si je peux vous résumer 2-3 chiffres justement de cette fameuse enquête de l'INSEE, on l'avait fait en mai 2020, en sortant du confinement où on avait bien toutes galéré. J'étais déconnectée, non, ça va. Je vois plus Stéphanie, pardon. Vous m'entendez? Je suis là. Ah, pardon, excusez-moi. J'étais déconnectée. On avait fait une masterclass entière sur ces chiffres de travail gratuits et surtout de leur invisibilisation. Et dans les couples sans enfants, en fait, c'est assez incroyable. Il faut savoir quand même de quoi on parle. Le travail domestique au sens alors moins restreint que juste le ménage, mais ménage, soins aux enfants, sans compter tout un tas d'à côté qui sont difficilement mesurables, mais les soins aux enfants, les devoirs, les bains, les repas, la cuisine, le ménage, on arrive à 183 minutes par jour, c'est-à-dire à peu près 3 heures pour les femmes et à peu près 1 heure pour les hommes. Et en particulier que quand tu regardes en plus ce que font les hommes, une majorité de ce qu'ils font, c'est comment dire, le bricolage et le jardinage le week-end. C'est enfin, les choses n'ont pas bougé comme si on était en 1950. C'est assez incroyable quand on regarde les chiffres de l'INSEE. Et puis après, amener les enfants aux activités de loisirs le week-end. Donc, amener son fils au match de foot, ça compte pour 3 heures dans la semaine de monsieur. Par contre, nettoyer la cuvette des chiottes, faire le repassage, c'est à 93% des femmes, le repassage. La cuvette des chiottes, ça doit être à peu près pareil. Et puis, tout ce qui est contraignant, tout ce qui est relatif au quotidien, ça reste au niveau des femmes. C'est-à-dire, voilà, être absolument à 18h à la sortie de l'école, ce sont davantage de femmes que d'hommes. Et donc, tout ce qui est contrainte ou ce qui est un peu rébarbatif, c'est davantage pour les femmes. Quand les hommes, ça donne au bricolage et au match de foot le dimanche. Ça a finalement assez peu bougé et ça montre aussi le fait qu'elles prennent en charge les tâches les plus contraignantes. Ça a aussi un impact bien sûr sur leur carrière puisque ce n'est pas du tout les mêmes libertés en termes d'amplitude horaire, de déplacement professionnel et tout un tas de choses auxquelles les hommes peuvent accéder et pas les femmes. Et pour enfin répondre à la question sur les couples sans enfants, c'est assez choquant. C'est que grosso modo, le travail domestique pour des célibataires qui vivent seuls est assez proche, mais les femmes font quand même un peu plus de travail domestique. Et quand ils se mettent en couple, avant même l'arrivée d'enfants, le travail domestique des femmes monte et le travail domestique des hommes baisse. Il ne reste pas stable, il baisse. Donc, il était déjà plus bas, mais il baisse. Ça veut dire que vraiment, dès la mise en couple, il y a des schémas qui se réinstallent et qui font qu'en moyenne, les hommes bénéficient de ce travail gratuit avant même l'arrivée d'enfants, puisqu'il y a une prise en charge plus importante des femmes. Finalement, les femmes prennent en charge leurs conjoints dans le quotidien de l'entretien du foyer, tout simplement. Alors, j'aimerais bien faire un petit point sémantique et c'est bien qu'entre nous aussi, qu'on se corrige, le travail gratuit n'existe pas. Ça a toujours un coût. Et je veux insister là-dessus, c'est-à-dire que c'est un travail fourni à titre gracieux, mais qui a un coût pour les femmes. Donc, parce que ce coût-là, c'est en perte de revenus par ailleurs. C'est en fatigue, c'est en énervement, parce que la charge mentale de dire 14 000 fois de ramasser les chaussettes, ça a un coût. Voilà. Et surtout, il y a des stratégies d'évitement de l'autre côté
je crois que c'est une étude Sciences Po Paris qui a été faite. Alors, oui, bien sûr qu'il y a une part de ce que nous avons intériorisé, mais il y a des vraies stratégies d'évitement de travail domestique mises en place par les hommes en couple. Donc, ce n'est même pas quelque chose uniquement construit socialement, c'est aussi stratégique, c'est-à-dire ils s'organisent pour dire oui, 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 je vais le faire, ils le font mal, et puis après, madame prend la main. Donc, c'est des stratégies. Tout à fait, ouais. Et tu peux peut-être donner une ou deux exemples, comme ça vous permettra de déceler les stratégies. La stratégie de l'escargot, je crois, la stratégie. Ah oui, c'est ça. La stratégie de l'escargot, c'est ça qui est assez incroyable. C'est combien de fois j'ai entendu, moi, des discussions où une amie, par exemple, avait un conjoint Bac+5, super diplômé, avec des super responsabilités dans sa vie professionnelle, mais au bout de 3 ans de vie commune, il ne savait toujours pas faire marcher le lave-linge et trouver le bouton qui marche, quoi. Donc, il y a vraiment stratégie de l'évitement, stratégie de l'incompétence, de l'escargot, c'est-à-dire faire mal les choses, dire qu'on ne sait pas comment ça fonctionne cette machine, c'est trop compliqué. Bon, le gars était informaticien à côté, mais par contre, le lave-linge, c'était trop compliqué, les boutons. Stratégie de l'escargot, c'est ne pas les faire tout de suite et donc attendre. Et donc, au bout d'un moment, en fait, la femme qui en a ras-le-bol, finalement, fait à la place ou fait, voilà. Et après, on a le retour qui est de dire ah, mais tu sais pas déléguer, tu sais pas lâcher prise ou tu as fait à ma place, j'allais le faire. Mais bon, voilà. Donc, c'est tout un tas de stratégies qu'on peut. Et il y avait un travail d'une thésarde très, très bien, mais j'ai un trou sur le nom de la thésarde, mais ça va me revenir. On va peut-être mettre les liens comme ça tout le monde peut consulter après la masterclass. Ouais. Dans le chat, oui, ok. Alors, avec grand plaisir. Alors, du coup, il y a une question sur les pensions alimentaires. La pension alimentaire, ça va venir après. C'est qu'on essaye d'expliquer comment les inégalités arrivent sur les mères pendant qu'elles sont en couple et quelles conséquences ça a sur la pauvreté et la question des pensions alimentaires au moment de la séparation. Mais on essaye de faire un petit peu un tracé un petit peu, je dirais, chronologique sur comment déjà aujourd'hui tout est construit pour que chacun et chacune soit réenfermé dans son propre rôle où la mère est pourvoyeuse de soins et qui prend en charge l'intégralité du foyer. Et donc là, c'est une bonne transition sur l'impôt. Alors oui, j'ai vu d'autres petits commentaires passer. Ouais. Sur les violences économiques. Les violences s'inscrivent toujours sur un terreau d'inégalité. Donc là, et on est obligé de parler de comment s'installent ces inégalités dans la société avant d'arriver aux violences économiques et aussi casser un petit peu cette idée reçue que ce sont les mères solo qui sont pauvres. Non, en fait, ce sont les mères. En fait, dès la maternité, cette pauvreté se crée. Et c'est pour ça que les politiques publiques qui s'attachent à uniquement s'adresser à la question de la monoparentalité, c'est un peu commode, c'est un peu désuet presque, parce que c'est cette idée d'aider la veuve et l'orphelin, alors que cette pauvreté, elle se crée déjà en amont. Et là, Céline va aussi expliquer en quoi elle est invisibilisée pendant la vie de couple. Elle devient visible et s'aggrave à la séparation. Et elle redevient invisible au moment d'une éventuellement remise en couple. Il y a tout un continuum comme ça, et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par ça pour ensuite expliquer les violences économiques. Et il y a une question sur les violences. Alors, bon, sur la question du travail gratuit et des violences, ce qui est évident, c'est que je me souviens de témoignages en particulier assez forts pendant le premier confinement où des femmes qui montraient que le nombre de disputes donc le nombre de violences avait bien sûr augmenté et que c'était vraiment des choses sur lesquelles elles lâchaient, quoi. C'est-à-dire que si elle râlait par exemple sur le fait que le gars reste dans son canapé sans faire la classe à la maison alors que tout le monde est confiné, c'était déclencheur de nouvelles violences. Donc elle préférait prendre en charge et se taire. Peut-être que tu veux dire autre chose sur la question des violences et des mères, mais là c'est un gros sujet. Stéphanie? Sur les violences faites aux mères. Sur les violences faites aux mères, en fait, pour nous, enfin, dans le collectif, nous, on l'aborde de cette manière-ci.
C'est-à-dire, c'est une instrumentalisation de la production des femmes, y compris la gestation, celle qui adopte le projet d'adoption. C'est une mainmise sur la production des femmes qui vont enfanter et ça passe par des avantages fiscaux, ça passe par des avantages aide sociale, donc tout ça, mais les mères en elles-mêmes, elles ne bénéficient pas et pire que ça leur coûte. C'est comme ça que nous, on voit donc, le terreau dans lequel s'inscrivent les inégalités et là où on place le curseur, nous, réellement, et on va en revenir, c'est sur la définition des violences économiques ou les violences faites aux femmes. Où est-ce qu'on place la limite entre inégalités qui peuvent être très violentes, hein, vécues au quotidien, et réellement violence au sens du droit. Voilà. Excellent. Hein? Ouais, excellente Isine pour la troisième partie. Donc, si ça ne te dérange pas, on revient sur les impôts et ensuite on parlera justement de cette définition des violences économiques. Alors, sur les impôts, notre système fiscal est ce qu'on dit familialisé et nos droits sociaux aussi. Donc, on va parler de deux choses, impôts sur le revenu et puis allocations et droits sociaux au niveau de la CAF. Donc, l'impôt sur le revenu est familialisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on fait une déclaration, chacun et chacune, au niveau du foyer, avec un système de quotient familial. Et en fait, tout se passe comme si, avec le quotient familial, chacun payait des impôts sur la moyenne des revenus. Donc, on peut passer peut-être au slide suivant. Je vais prendre un exemple. Grosso modo, si on prend un couple qui gagnerait biactif, donc un homme et une femme qui en plus auraient des salaires égaux de 20 000 euros. Alors, s'il y a deux salaires de 20 000 euros qui déclarent séparément chacun 20 000 euros ou qui déclarent ensemble chacun 20 000 euros, ils vont payer les mêmes impôts. Ils ne vont avoir aucune réduction d'impôt avec la mise en couple parce qu'en fait, ils seront dans la même tranche d'impôt qui est à 11%. Le taux marginal d'imposition est à 11% pour quand on gagne 20 000 euros. Et donc, ils vont payer un taux de 11%. Alors, moins parce qu'il y a une tranche à zéro, mais bref, 11% grosso modo sur les 20 000 et 11% sur le taux marginal de l'autre 20 000 et ils se mettent en couple, et ben, ils payent toujours 11%. Par contre, si le même couple, il y a un couple où l'un gagne 40 000 et l'autre gagne 0, donc par exemple une femme qui s'est arrêtée pour prendre en charge des enfants, par exemple, et ben en fait, bien sûr, si on faisait une imposition séparée, celui qui gagne, l'homme qui gagnerait 40 000 euros, serait dans une tranche avec un taux marginal à 30%, donc paierait 30% pour chaque euro supplémentaire gagné. Par contre, bien sûr, celle qui est à 0 ne paierait pas d'impôt. Bah, en fait, quand on les met en couple, ceux-là, 40 000 et 0, eh ben, ils vont faire, tout se passe avec le système du quotient familial, comme s'ils allaient payer deux fois la somme de ce que chacun aurait gagné s'il avait gagné 20 000. C'est-à-dire qu'on fait la moyenne des revenus. Donc, la moyenne, 40 plus 0 divisé par 2, ça fait 20 000 en moyenne. Et tout se passe comme s'ils allaient payer exactement, ils vont payer exactement la même quantité d'impôts que ceux qui ont deux salaires égaux à 20 000 euros. Alors, pourquoi c'est injuste? C'est forcément injuste. Je vais vous l'expliquer de différentes manières, mais on arrive toujours à la conclusion que c'est anti-redistributif, donc ça profite aux riches, sexiste et injuste. Alors, pourquoi ça profite aux riches? Grosso modo, finalement, on fait des énormes cadeaux fiscaux à des hommes qui gagnent très bien leur vie, donc grosso modo, typiquement le cadre sup qui gagne très bien sa vie, qui va avoir une forte incitation à dire à sa femme d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, quel que soit son niveau de diplôme, et 80%, alors ça c'est un chiffre qui m'a aussi effaré, 80% des réductions d'impôts liées au quotient conjugal, donc à cette mise en couple et à cette moyenne des revenus au sein d'un couple, concernent les deux derniers déciles. D'accord? Donc les 20% les plus riches. Donc en fait, on fait un énorme cadeau de plus de milliards. Je crois que là aussi, j'ai le chiffre de l'INSEE qui était, je crois, autour de 10 milliards. Donc c'est un cadeau de 10 milliards d'impôts par le biais de ce quotient conjugal. Donc c'est de l'argent mal distribué, en tout cas dirigé vers les familles riches.
c'est essentiellement les familles riches qui en profitent. Et ça vient priver d'autant plus d'autres politiques qui pourraient être justement envers les mères isolées. Et puis, pourquoi c'est injuste? Parce qu'en fait, les deux couples n'ont pas du tout la même situation, en fait, n'ont pas du tout le même niveau de vie. Parce qu'en fait, dans un cas, on a un couple qui est biactif et il va devoir supporter un certain nombre de charges de frais de garde quand on travaille, des frais de centre aéré, des frais de cantine, etc. Chose que ne va pas supporter le couple qui va choisir que la femme, dans une écrasante majorité des cas, va rester à la maison. Et ça, donc il y a une forte incitation qui est faite en fait avec ce système de quotient conjugal pour maintenir un système patriarcal de monsieur a le gros salaire qui rapporte de l'argent, sur ce qu'on appelle le breadwinner en anglais, comme on appelle ça, gagne-pain. C'est monsieur gagne-pain et madame salaire d'appoint. Et les inégalités au sein du couple sont invisibilisées puisqu'en fait, on est imposé sur la moyenne des revenus sans prendre en compte le caractère inégalitaire de la prise en charge des enfants qui est derrière. Et donc, clairement, on est les seuls quasiment en Europe à le faire. Tous les autres pays européens ont un impôt individuel et chacun paye ses impôts. Et là, il y a vraiment une autre façon d'envisager des arbitrages au sein d'un couple en disant est-ce que moi je m'arrête de travailler, je ne m'arrête pas. Bien sûr que la question n'est pas du tout la même. Et dernière chose, quand cette femme qui a arrêté de travailler pour son mari pour qu'il poursuive sa carrière, lui a un énorme avantage. Grosso modo, il avance plus vite, hein, comme ça, comme je disais, plus de possibilités de déplacement professionnel, de mutation, d'amplitude horaire, de pas d'avoir cette charge de devoir rentrer à 18h pour s'occuper des bains ou des devoirs des enfants. Donc, c'est une énorme chance pour lui, pour sa carrière, en fait. Donc, en fait, ces femmes se sacrifient pour la carrière de leur conjoint. Et puis, si elles doivent reprendre le travail, elles vont être imposées sur le taux marginal de leur conjoint. Donc, si elle reprend le travail et qu'elle travaille ne serait-ce que pour 10 000 € par an, un temps partiel même mal rémunéré, elles vont subir le taux marginal de son conjoint qui peut être à 40% ou à 30%. Et donc, c'est très, très désincitatif à l'emploi. Et ça perpétue et ça incite les femmes à n'être que des salaires d'appoint au sein du couple et ça invisibilise complètement les arbitrages qui sont faits au sein de la famille. Voilà, en fait, nous, on fait un gros travail autour du pouvoir de négociation intrafamiliale dans notre collectif et la capacité à capter ou fournir des revenus pour le couple fait partie des facteurs qui donnent du pouvoir de négociation intrafamiliale. Si les femmes sont désavantagées donc dans la captation des ressources, elles auront moins de capacité de négocier à l'intérieur de leur couple. Donc, c'est presque une boucle vicieuse, c'est-à-dire au premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, plus elles ont d'enfants, moins elles auront éventuellement de capacité à négocier en fait leur sortie de cette boucle. Et s'il y a des violences conjugales, bien sûr, elles ont encore moins la capacité de s'en sortir puisqu'elles ont très peu de pouvoir de négociation au sein du couple. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que dans certains régimes matrimoniaux, on est solidaire des dettes, y compris fiscales. Donc, nous, dans le collectif, ce qu'on voit assez souvent, c'est des ex-conjointes qui sont encore redevables des impôts de leur mari, alors qu'elles avaient des faibles revenus. Elles se retrouvent avec des dizaines de milliers d'arriérés d'imposition parce que, encore une fois, les époux sont solidaires dans cette dette. Oui, donc solidaire des revenus, solidaire des dettes. Donc, dans nos revendications, et on n'a pas trop parlé des droits sociaux, mais on a beaucoup de choses à faire, donc on ne va pas non plus trop détailler. Mais pareil, les droits sociaux sont familialisés. On a eu un débat récemment sur l'allocation adulte handicapé. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire que l'allocation adulte handicapé est calculée en fonction des revenus de l'autre et ça introduit une dépendance, c'est-à-dire en particulier en cas de violence. C'est très compliqué de pouvoir partir quand on est... parce que tout est calculé sur les revenus du couple et ça ne favorise pas l'indépendance financière qui est aussi une base de la capacité aussi à échapper aux violences à partir du moment où il y a une dépendance financière qui s'installe et que, en particulier pour les femmes, par exemple, qui s'arrêtent de travailler et qui sont victimes de violences, déjà, les femmes victimes de violences sont davantage
à la maison. Je crois qu'il y a une surreprésentation des femmes au foyer parce qu'il y a des stratégies d'isolement par les conjoints violents. Donc, elles sont des fois souvent incitées à arrêter de travailler. Donc, la dépendance financière va souvent aussi avec la violence conjugale. Et ce que je veux dire, c'est que les droits sociaux, par exemple, si vous devez partir, tout est calculé, que ce soit l'APL, le RSA, vous n'y avez pas droit si votre conjoint gagne bien sa vie, sauf qu'il a peut-être la main sur le porte-monnaie et vous n'allez pas bénéficier, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à cet argent de façon libre et il va contrôler les cordons de la bourse. C'est une façon aussi de coercition envers les femmes victimes de violences. Je ne sais pas si… Donc, on demandait dans nos revendications, il y a vraiment se conformer un peu à ce que font tous les pays, en fait. Hein. Plus personne quasiment n'a de système familialisé, en tout cas pour l'imposition sur le revenu, et de passer à l'imposition individuelle. Alors, l'imposition individuelle, c'est le jackpot budgétaire. Hein. C'est le jackpot budgétaire. J'ai vu que quotient conjugal, toujours des chiffres de l'INSEE, c'est 10 milliards d'euros de réduction d'impôts offerts aux plus riches. Et le quotient familial, qui lui bénéficie davantage à un peu toutes les tranches de revenus, coûte 19 milliards d'euros à l'État. Donc, imaginons un petit peu si on devait individualiser l'impôt. Ça voudrait dire des fortes augmentations d'impôts pour un certain nombre de couples dont les salaires sont inégalitaires, qu'on pourrait rediriger vers plein d'autres choses, plein d'autres choses, la revalorisation des allocations familiales, que sais-je, ou enfin en tout cas revoir vraiment la politique fiscale, ou bien avoir une politique fiscale qui soit à l'avantage, en particulier des parents qui élèvent seuls leurs enfants, qui elles ne bénéficient pas de ce quotient conjugal puisqu'elles sont séparées et souvent avec de faibles revenus, donc qui ne bénéficient en aucune façon de cette politique familialiste fiscale. Qui est vraiment en direction finalement des couples inégalitaires aux revenus. Et même plus loin, en fait, les mères séparées qui sont seules, souvent, pour la plupart d'entre elles, n'ont qu'un enfant. Donc, elles ne bénéficient pas non plus de la politique familiale qui est l'allocation familiale. Donc, ça aussi, tout est fait en fait sur ce modèle de parents, deux enfants. Mais qui bénéficient finalement aux pères de famille. Et pour répondre à la question, est-ce que l'individualisation de l'impôt sur le revenu est envisagée? Il y a des travaux parlementaires dessus. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça avance. Toujours très lentement, mais ça avance. Donc, oui, il y a des travaux parlementaires qui sont en fait issus de la problématique des pensions alimentaires qu'on va aborder après. Mais il y a un groupe de travail qui s'est attelé à réfléchir, à repenser en fait tout le système fiscal et social pour les pensions alimentaires. Ils se sont rendus compte qu'en fait les pensions alimentaires c'est la petite comment on dit, c'est la petite boucle qui dépasse, mais c'est tip of the iceberg. Voilà, c'est la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg. Voilà, merci. Et donc, une fois qu'on commence à regarder ces pensions alimentaires, on se rend compte qu'il faut refaire tout ce système. Et à partir de ces travaux parlementaires, oui, bien sûr qu'il y a aussi des chercheurs et chercheuses qui en parlent depuis des années, tant mieux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est changer les politiques publiques. Et donc, ces travaux parlementaires, c'est déjà un premier pas en avant. Alors, je peux citer peut-être une économiste qui s'appelle Hélène Périvier, qui est à l'OFCE, c'est le Centre de recherche économique de Sciences Po, qui a fait déjà plein de simulations, plein de papiers de recherche, etc. Et c'est rigolo, c'est qu'au sein même de l'OFCE, qui est plutôt un centre de recherche économique plutôt, enfin, pas trop libéral, je dirais plutôt centre, enfin, voire centre-gauche, un peu keynésien quand même dans leur approche. Et ben, il y a des réticences sur cette individualisation et je me souviens qu'il y a monsieur Henri Sterdignac qui est quand même quelqu'un qui écrit depuis longtemps sur les questions économiques de politique publique, qui est opposé à l'individualisation en disant que la famille,
c'est le socle de notre société et qu'il doit y avoir solidarité au sein de la famille. C'est-à-dire que vraiment une lecture un peu à l'envers, en fait, comme si les femmes étaient entretenues par leur mari et que finalement, il fallait maintenir cette solidarité intrafamiliale, alors que nous, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne sont pas entretenues, en fait. Elles travaillent pour le collectif et elles ont un travail qui leur est extorqué au bénéfice de leur conjoint. Donc, en fait, c'est vraiment un changement de perspective qu'il faut avoir par rapport à ces questions-là. Et voilà, travaux parlementaires, travaux des économistes, tout est là. Maintenant, je pense que ça va être une des revendications qu'on va porter pour la campagne présidentielle, mais c'est des sujets souvent assez techniques qui ne sont pas très bien compris et qui sont pourtant des sujets, comme je le disais, à 29 milliards d'euros. Le quotient familial, c'est 29 milliards d'euros chaque année de réduction d'impôts offerts pas au bon endroit et pas pour voilà, et qui accroissent les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Et ouais, les retraites, oui, par contre, sont individualisées. C'est une excellente remarque. C'est-à-dire qu'à la fin des 40 ans de travail, quand il s'agit de tirer une ligne et de compter un petit peu le nombre de trimestres travaillés et puis le nombre de revenus, et ben là, effectivement, c'est individualisé. Et bien sûr, le pire, c'est par exemple une femme qui aurait toute sa vie arrêté de travailler ou réduit son activité et qui aurait des très faibles revenus et qui, par exemple, divorce 2 ans avant la retraite de son conjoint, en fait, elle a tout perdu, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun revenu. Et donc, le fait qu'elle ait contribué à la richesse de son ex-conjoint n'est pas du tout pris en compte dans les retraites. Contrairement à l'Allemagne où vous avez des points, c'est-à-dire que tout ce qui a été accumulé en points retraite pendant la période du mariage est réparti entre les femmes et les hommes au moment de la séparation comme une sorte de prestation compensatoire, mais cette fois-ci sur les retraites. Alors, les prestations compensatoires, c'est pareil, elles ont baissé énormément depuis 2015. Donc, même là, elle ne récupère pas son dû si cette femme divorce quelques années avant la retraite de son conjoint. Donc, en fait, à partir du moment où elles ne servent plus à élever les enfants, quelque part, elles sont jetées à la poubelle, ces mères. Fiscalement, économiquement, elles n'ont plus d'utilité, quelque part. Et donc, leur retraite, en fait, réfléchissent ce manque de valorisation de leur personne. Pour les chiffres de retraite, c'est à peu près comme les mères de 3 enfants. C'est quasiment du simple au double. Je crois que c'est autour de 1 100 € pour les femmes et 1 900 € pour les hommes. Voilà. Est-ce que peut-être qu'on peut avancer? Ah, la définition. Alors, je te laisse parler, Stéphanie. Ok. Alors, les violences économiques, donc très rapidement, c'est un mot qui n'existait pas trop dans le langage ni féministe, ni de politique publique, commence à être entendu et entendable en ce moment. Violences économiques dans le cadre intrafamilial. Alors, les violences économiques existent en droit des contrats depuis longtemps déjà. Ils existent aussi en relations internationales. Mais dans la famille, c'est quelque chose qui était un peu tué, un peu mis à l'écart en France. Encore une fois, moi je suis anglo-saxonne, donc nous on parle d'argent un peu plus librement que peut-être la culture protestante, j'en sais rien, mais on parle beaucoup plus facilement d'argent, bien que pour les femmes c'est toujours un peu difficile. Donc les violences économiques, dans le collectif Abandon de famille, nous on s'appuie réellement sur la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée par la France en 2014. Et depuis 2014, on s'estime légitime de dire les violences économiques sont des violences conjugales. On le disait déjà avant, mais au moins là, ça nous donne un cadre, un traité international sur lequel s'appuyer. Donc, nous, la définition des violences économiques, nous, on le définit, on a un peu piqué sur nos consoeurs en Angleterre, c'est le contrôle des ressources d'une personne par la restriction, l'exploitation ou le sabotage. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu.
On ne peut pas dire qu'il y a une manière de commettre les violences économiques. D'ailleurs, les auteurs de violences économiques sont extrêmement créatifs dans la manière dont ils exercent ces violences-là. C'est une violence, un outil de proximité. Comme on le sait, les auteurs de violences intrafamiliales, conjugales, vont commettre ces violences avec des outils de proximité. Et l'argent, les ressources, la captation des ressources, le sabotage des ressources ou le contrôle des ressources, c'est quelque chose de proximité dans un foyer. Puisque, comme on vient de l'expliquer, les pères de famille, les hommes, ont majoritairement la main sur les ressources. Oui, c'est souvent assorti des stratégies juridiques, mais je pense que ce sont des boucles qui se nourrissent, en fait, et c'est parce qu'il y a ces stratégies, parce que le système est construit à l'envers pour les femmes, tout simplement, qu'ils ont beaucoup de succès dans l'emploi de la législation et des lois qui existent pour commettre les violences économiques. Donc, saboter la façon dont vous obtenez de l'argent, donc c'est vous empêcher d'être dans l'éducation de l'emploi, limiter vos heures de travail, piquer la paye, refuser de vous laisser réclamer des prestations. Enfin, je ne vais pas tout lister. Si vous voulez, je peux faire une liste à la fin pour donner des exemples. Mais les violences économiques, aujourd'hui, le terme en lui-même a commencé à circuler. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y a une adoption qui est plus large du terme, y compris dans les milieux militants féministes. Maintenant, tout le monde l'utilise un petit peu à sa sauce. Donc, on l'a vu dernièrement, et avec Céline, on a eu une grande discussion là-dessus. En début d'année, il devait y avoir une loi annoncée par M. Castaner pour lutter contre les violences économiques faites aux femmes. Cette loi, en fait, vient quelque part entériner les travaux parlementaires qui ont été faits par son propre groupe parlementaire sur les violences économiques faites aux femmes, Marie-Pierre Rixin, qui a rendu un rapport où la première des recommandations, c'était d'inscrire les violences économiques en nos textes de loi. La loi qui a été annoncée par Castaner, finalement, s'est complètement transformée dans quelque chose. Ils ont même réussi à évacuer le terme violence totalement dans le texte. Donc, on avait des quotas dans les CAC 40, dans les entreprises du CAC 40. On avait le fait de ne pas pouvoir transférer le salaire sur le compte d'un conjoint, mais ça existait un peu déjà avant. Ce n'était pas une grosse nouveauté. Et sinon, le reste, en fait, n'avait rien à voir avec les violences économiques, plutôt avec les inégalités. Donc, les violences économiques, les violences sont faites pour nuire. Donc, il y a toujours cet élément d'intentionnalité. Et c'est cet élément d'intentionnalité qui est toujours très difficile à prouver en matière de violence économique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réellement répondu. C'est juste pour dire que le terme, la définition en elle-même, elle est encore à définir. Le terme violence économique est encore à définir. Nous, on essaye, à travers de différentes publications, de restreindre, limiter un petit peu ce terme-là pour que ce ne soit pas que le salaire ou que certains aspects des violences économiques, mais qu'on prend vraiment ça dans le cadre quelque part de lecture ou d'analyse du contrôle coercitif. Je pense que c'est un terme qui a déjà été beaucoup évoqué dans le cadre des violences conjugales. Redire la définition, oui, notre définition, c'est le contrôle des ressources d'une personne par la restriction, l'exploitation, le sabotage. Mais ça, c'est notre définition. On se calque donc sur les militantes anglaises, d'une part parce qu'on admire leur travail et d'autre part parce que ça répond exactement à ce qu'on observe sur le terrain. Oui, bien sûr, ça s'inscrit dans le contrôle coercitif puisque c'est une manière de contrôler sa conjointe. Alors, encore une fois, il y a plein de manières de contrôler, mais l'argent en fait partie. Je pense que c'est une bonne définition. Et en fait, il y a eu pas mal de stratégies qui ont été évoquées dans la boucle. Je peux peut-être les lire parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir quelques exemples. Alors, on va parler juste après justement des pensions alimentaires qui sont un gros enjeu pour commettre des violences économiques. Exemple de sabotage, envoyer régulièrement le chèque de pension alimentaire en oubliant de signer, bien sûr, ou bien conditionner le paiement du pension alimentaire à que l'ex obéisse à tel
telle préconisation, c'est grosso modo, c'est pour silencier les ex-conjointes. Quand, voilà, bah, je sais pas si au moindre conflit, au moindre enjeu, bah, en fait, c'est grosso modo, tu fais comme j'ai dit, parce que sinon, il y aura rétorsion et non-paiement des pensions alimentaires. On va en parler juste après. Manipuler les travailleurs sociaux, faire la demande de relogement de l'impôt à son insu en déclarant que c'est pour le domicile familial pour empêcher l'automatisation. Ça, c'est clairement le cas. Et puis, il y a bien sûr une explosion des violences économiques au moment de la séparation. Moi, j'avais par exemple entendu une femme qui m'avait raconté qu'elle avait mis plus de 9 mois pour retoucher ses allocations de la CAF après sa séparation, parce qu'il avait les codes, il avait tout, il avait les déclarations, et il continuait à percevoir les allocations familiales et les allocations de logement alors qu'ils étaient séparés. Mais il continuait à les percevoir et il fallait qu'elle fasse des démarches pas possibles, mais tout était verrouillé pour contrôler le compte qui est, je le rappelle, sur la CAF, tout est commun. Donc, au moment des séparations, ça amène à des configurations. Pareil pour le contrôle du compte bancaire, pareil pour des comptes qui sont vidés, par exemple, au moment d'une séparation, un compte épargne, un compte livret A qui va être vidé par le conjoint et mis ailleurs pour priver la femme de ressources et l'empêcher de partir en cas de violence, par exemple. Il y a plein de choses qui sont mises en place au moment de la séparation pour empêcher le départ de la conjointe et de faire en sorte que qu'elle a des moindres conditions de vie, en fait, que ces conditions de vie après la séparation soient aussi horribles que possible. En fait, c'est ça la stratégie. Et nous, on le voit aussi dans le collectif, c'est au moment de la séparation, énormément de pères, lorsqu'ils se séparent, revoient leurs priorités professionnelles. Donc, ils vont se mettre au mi-temps. Ils vont changer complètement de carrière, devenir auto-entrepreneurs alors qu'ils ont toujours été cadres supérieurs. On a même eu le cas, et là c'était vraiment très grave, d'un chef de clinique en chirurgie parisien, chef de clinique, qui a décidé de faire une formation d'infirmier pour ne surtout pas payer les prestations compensatoires dues à sa conjointe. Donc, c'est vraiment, ils se mettent même en danger eux-mêmes économiquement pour faire du mal. Et il y a un exemple qui dit exactement la même chose, s'inscrire à une formation, contracter des dettes. Si vous êtes chef d'entreprise, vous arrêtez de vous payer un salaire, par exemple, en disant que la société a des difficultés, organiser son insolvabilité pour qu'au moment de la fixation de la pension alimentaire et au moment de la fixation surtout de la prestation compensatoire, il y ait un rendement qui leur soit rendu qui soit très, très favorable. Absolument. Alors, il y a maintenant des services spécialisés dans les violences conjugales à la CAF. Alors, oui, il y a des services spécialisés. Encore une fois, sur le côté économique, donc post-séparation, la CAF, on va y venir. C'est très particulier la gestion en fait, du transfert des ressources entre conjoints séparés, que ce soit au moment de la séparation pour la fixation, parce que la CAF peut fixer aussi les contributions alimentaires, mais aussi la manière dont ils gèrent les débiteurs et qui ils définissent comme débiteurs solvables. Donc, la CAF, en fait, elle a tendance à réévaluer une décision qui a été prise par le juge. Nous, on a des situations de mères séparées qui ont des pensions plutôt élevées. Et quand je vous dis plutôt élevées, c'est 250 € par enfant. Hein, parce que c'est ça, une pension élevée en France. Qui ont des contributions alimentaires plutôt élevées et où la CAF va dire, mais madame, on va pas, en fait, chercher les sous chez monsieur parce que nous, on estime que cette pension elle est trop élevée, alors que ça a été fixé par un juge. Donc, le système CAF, en fait, c'est très particulier. C'est peut-être pas tout de suite, là, on va en parler, on va peut-être parler après. Pour revenir aux violences économiques en elles-mêmes, en ce moment, il y a deux façons de les aborder, soit en concomitance avec d'autres violences conjugales faites. Et là, la FNSF publie des chiffres assez régulièrement, des appels qui sont reçus par des femmes victimes qui font état qu'il y a aussi des violences conjugales qu'elles subissent en plus d'autres violences conjugales. Mais en fait, les violences économiques peuvent aussi être commises sans qu'il y ait d'autres formes de violence, en tout cas perçues.
Nous, ce qu'on constate souvent au collectif, quand des victimes nous contactent, nous c'est par Facebook, elles vont dire que bon, bah, elles sont déjà un peu désolées de nous enquiquiner pour une histoire d'argent. Ça, c'est très, très, très bizarre. Mais voilà, c'est encore une fois socialement construit, comme quoi nous, on n'est pas légitime à réclamer notre dû, que ce soit des salaires, une augmentation de salaire ou quoi que ce soit, mais vraiment d'aller chercher ces sous, qui sont en fait des sous dus pour l'enfant, c'est les droits économiques de l'enfant, d'une part, et d'autre part, elles ne comprennent pas pourquoi le non-paiement les affecte autant alors que c'est que de l'argent. On leur dit que c'est que de l'argent, dans leur cercle familial, c'est bon, bah, fait l'argent n'est pas mort d'homme, on est vraiment dans ces idées reçues comme quoi l'argent n'a pas de symbolisme. Et en fait, cette contribution alimentaire, elle est réellement empreinte d'une symbolique et c'est vraiment l'égard qu'a l'autre parent pour son enfant et le respect qu'il a pour son ex-conjointe, tout simplement. Et quand cette contribution alimentaire n'est pas payée, il y a un vrai refus. Là, encore une fois, il faut intégrer l'élément d'intentionnalité. Quand il y a un refus, non, je ne paye pas, je refuse de payer. Ce refus-là, il est vécu comme une violence. Et nous, une des premières choses qu'on dit à ces victimes, c'est oui, c'est normal que vous vous sentez comme ça. Vous subissez des violences conjugales, ce sont des violences économiques. Et souvent, elles sont assez contentes de pouvoir mettre un mot sur les mots. Donc, c'est pour vous dire où on en est encore dans la conscientisation sur ce type de violence. Voilà. Je reviens sur 2-3 choses hyper intéressantes qui sont dites dans le chat. Pourquoi les juges ne diligentent pas les enquêtes? En fait, c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Alors, premièrement, les juges, on le verra si on a le temps de parler un peu de la garde partagée. Il y a plein d'archétypes sur les mères qui sont assez horribles, quoi. Grosso modo, les mères veulent se venger. Les mères veulent se venger, c'est quelque chose qui est très, très prégnant. Alors que souvent, elles ont la garde des enfants et elles se retrouvent dans des situations financières extrêmement difficiles. Donc, elles sont très peu souvent crues. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme disait Ursula, c'est qu'en fait, c'est à vous d'amener les preuves. C'est-à-dire que si au moment du litige, alors bien sûr, il y a des divorces qui sont faits par ce qu'on appelle consentement mutuel, c'est-à-dire que où les deux sont d'accord. Alors souvent, il peut y avoir aussi des pressions qui sont faites sur les femmes pour signer un accord par consentement mutuel qui lui est extorqué. Surtout en cas de violence, par exemple, elle n'ose pas l'ouvrir et elle arrive à signer un truc qui est carrément en sa défaveur. Donc, par exemple, une pension alimentaire très faible parce qu'elle ne veut pas subir des violences ou des violences de son ex-conjoint. Et s'il n'y a pas consentement mutuel, il y a possibilité le JAF peut intervenir, mais il va jamais. C'est à vous d'amener les preuves, en fait. C'est à vous d'amener la preuve que il a truqué les choses, sauf que vous n'avez pas accès à ses comptes bancaires, vous avez accès à rien, donc il y a des pièces qui sont demandées, donc ça nécessite surtout beaucoup de moyens et des procédures plus longues où il faut, donc il y a Coraline qui le dit, il refuse les sommations de communiquer les pièces sur revenus, donc il y a des stratégies de... D'omission. En fait, c'est vraiment la séparation. Ce qu'on voit le plus, ce sont des stratégies d'omission et c'est extrêmement difficile de prouver l'intentionnalité d'une omission. Donc, quand il fait le mort et qu'il ne veut pas répondre aux convocations, c'est une omission de répondre à une convocation. Mais c'est très difficile de prouver que ça s'inscrit dans cette stratégie intentionnelle de faire traîner le divorce pour saper les ressources propres de l'ex-conjointe. Et je crois que tout le travail qu'on va devoir faire là, dans la définition des violences économiques, notamment post-séparation, donc séparation et post-séparation, c'est de définir, de mieux faire comprendre aux acteurs de la justice et des travailleurs sociaux que l'omission peut être intentionnelle. Oui, et je crois que s'il y a des juristes parmi celles qui nous écoutent, je sais qu'il y a au moins une avocate, donc ils savent à quel point c'est difficile de prouver une omission. Comment est-ce qu'on montre que quelqu'un n'est pas chercher l'enfant, quelqu'un n'est pas venu chercher l'enfant ou quelqu'un n'est pas venu exprès chercher un courrier? Très difficile. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille plus sur cette question de prouver l'intentionnalité d'une omission.
Alors, quel conseil tu donnerais à une femme? Donc, avant une séparation, il faut récupérer enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a il y aurait presque des conseils à donner à une femme avant de se séparer, de récupérer un maximum de pièces, par exemple, en termes de revenus, de patrimoine, de compte bancaire, de tout, en fait, grosso modo. Absolument. Pièce d'identité, nous, on voit ça aussi. Alors, ça, ce sont les violences administratives, mais oui, allez voir une avocate féministe. Alors, un départ, ça se prépare toujours. Même quand les choses se passent très bien, un départ ou une séparation, ça se prépare en amont. Lorsqu'on sent les pressions ou on sent qu'on est contrôlé, voire qu'il y a des violences, ça se prépare davantage. Alors, il y a des petites choses à faire. On peut très bien, et là, alors, nous, on apprend de ceux qui s'organisent, qui organisent leur insalvabilité, comment aussi se préserver de ces stratégies-là. Donc, par exemple, des femmes qui ont des comptes bancaires conjoints et qui veulent discrètement ouvrir un autre compte bancaire sans passer par la banque où tout le monde la connaît comme madame, la femme de monsieur X, nickel. En fait, les comptes bancaires qu'on peut acheter au tabac, sinon il y a la N26, c'est une banque qui est domiciliée en Allemagne. Ce sont des banques qui permettent aussi de transférer des fonds sans pouvoir les récupérer derrière, enfin sans que qui que ce soit puisse les récupérer derrière. Donc, ce sont aussi des conseils qu'on donne. Nous, malheureusement, dans le collectif, on ne nous contacte pas réellement pour planifier la sortie d'un couple. On nous contacte vraiment lorsque les violences ont été commises, mais il y a un vrai travail d'éducation à faire déjà en amont, hein, quand on est en couple, de bien séparer les comptes bancaires, mettre un compte joint si on veut, mais bien le gérer et surtout, jamais faire 50-50. Ça, c'est vraiment il ne faut pas le faire. C'est comme ça que tout débute. Le 50-50, quand les revenus sont inégalitaires, le taux d'effort fourni par celle qui gagne moins est plus important que le taux d'effort fourni par celui qui gagne plus dans un 50-50. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Dites-moi oui dans le chat. Oui, ouais. Avoir un compte commun pour des dépenses communes à prorata de vos revenus. Si vous gagnez 2 fois moins, vous payez 2 fois moins. Enfin, c'est la base de quelque chose qui puisse ne pas commencer vous ne pouvez pas porter finalement des dépenses qui vont être plus importantes parce que lui va gagner plus d'argent en fait. Donc même avant le partage à égalité des charges. Donc d'avoir un compte perso et un compte commun, et si c'est plus facile par exemple de payer, je sais pas, loyer, facture, etc. Et donc ce compte commun qui ne soit pas alimenté à égalité, mais qui soit alimenté à égalité du taux d'effort, c'est-à-dire qu'il y ait un pourcentage du salaire qui soit, si vous gagnez moins, vous devez moins participer au loyer. Ça semble assez logique. Peut-être que si vous n'étiez pas en couple avec quelqu'un qui gagnait plus, vous n'auriez pas ce logement-là, par exemple. Donc, on ne peut pas vous imposer des dépenses superfétatoires par rapport à votre revenu. Et ce qui est une bonne introduction peut-être pour la partie d'après, Céline, puisque le taux d'effort, c'est aussi quelque chose sur lequel se base la fixation des contributions alimentaires. Enfin, oui. De vrai. Voilà. Ah bah super transition sur les pensions alimentaires. Alors, pareil on va passer à la slide d'après. En tout cas, il y a vraiment des personnes calées là dans le chat, donc c'est très intéressant. Il y a donc la question des pensions alimentaires qui sont quand même centrales dans le contrôle coercitif et dans les violences post-séparation. Alors, on va commencer par un point de vocabulaire. On parle de pension alimentaire et en fait, on devrait arrêter d'utiliser ce terme-là parce que c'est un terme qui est impropre et qui alimente un peu l'idée que en fait, finalement, les femmes sont entretenues. C'est toujours, en fait, c'est un peu le même débat qu'avant la séparation, c'est que les femmes seraient entretenues par leur conjoint. Pour celles qui s'arrêtent partiellement ou entièrement de travailler pour s'occuper des enfants. Et là, c'est pareil. La pension, on a l'impression qu'on paye une pension à son ex, c'est-à-dire qu'on entretient son ex. Ce n'est pas du tout ça. La pension alimentaire, ça n'a strictement rien à voir. C'est le fait que quand vous êtes parent, quelles que soient les fixations de la garde,
quel que soit, hein, que vous ayez la garde alternée, que vous ayez la garde simple, la garde principale, ou que vous exercez même pas votre droit de garde, ce qui est le cas d'une partie importante des pères qui ne voient plus du tout leur enfant, à partir du moment où vous êtes parent, vous devez contribuer à l'entretien de l'enfant. Quel que soit le mode de garde, c'est vraiment très important de le dire. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui pension alimentaire, qu'on devrait renommer contribution alimentaire. Alors, le terme exact, c'est contribution à l'éducation et l'entretien des enfants. C'est CEEE. Mais comme personne ne connaît ce terme, nous, on utilise le terme contribution alimentaire. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, alors il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, la question de la priorité des créances. En fait, quand vous êtes en état d'insolvabilité ou vous avez des problèmes pour payer vos factures, etc., il y a des choses plus ou moins prioritaires. Donc, on a tendance à penser que le truc qui est le plus prioritaire, c'est les impôts. Et s'il y a un jour de ne pas payer les impôts, vous n'allez pas y arriver en fait. Hein. Les impôts ont à peu près tous les droits pour recouvrir les sommes que vous leur devez. Ils peuvent saisir de l'argent sur votre compte en banque direct. Ils peuvent saisir directement auprès de votre employeur, faire une retenue sur salaire. À partir du moment où vous devez des impôts, c'est impossible d'échapper à leur paiement parce que c'est top prioritaire. Après, il va y avoir les factures, les loyers, etc. Mais par exemple, si vous n'avez pas le loyer, par exemple, le propriétaire qui demande un loyer n'est pas prioritaire par rapport aux impôts. Eh ben, les contributions alimentaires, comme il s'agit quand même de l'entretien des enfants, c'est totalement prioritaire à égalité avec l'impôt. Donc, vous ne pouvez pas, logiquement, dans la loi, il n'est pas possible d'échapper au paiement des contributions alimentaires. Vous avez l'obligation, en tant que parent, de donner à manger à votre enfant, tout simplement, et de l'habiller, voilà. Et de Alors, payer. Voilà. juste un truc, c'est lorsqu'ils sont fixés ou homologués par un juge aux affaires familiales ou par consentement mutuel. Le caractère obligatoire des contributions alimentaires, c'est quelque chose qui a été un peu mis de côté et c'est quelque chose qu'on a discuté aussi longuement avec Céline et on est toujours complètement halluciné. Pourquoi, en fait, dans l'idée de tout le monde, on ne parle pas d'obligation alimentaire. Alors, les juristes ont parlé d'obligation alimentaire, mais dans la presse, on parle de pension et du coup, on a l'impression que c'est comme une rente. Et parce que c'est considéré comme une rente, comme un revenu, c'est aussi imposé comme un revenu. Or, il n'y a pas de contrat de travail, sauf à penser que les mères sont des esclaves, hein, et dans ce cas-là, elles sont un peu rémunérées, mais voilà, sans contrat de travail, sans pouvoir cotiser, sans et tout ça. Mais c'est vraiment cette idée, le langage est très important et je pense qu'il faut qu'on se fasse parfois violence de ne pas dire pension alimentaire. Il faut vraiment qu'on commence à recadrer, c'est comme les pourcentages au début de notre masterclass, il faut qu'on se fasse violence pour repenser ce mot-là et dire contribution alimentaire. Nous, on l'utilise beaucoup aussi parce que pour nous, les contributions alimentaires, c'est en fait une petite contribution à ce qui est déjà avancé par principalement les mères pour l'entretien et l'éducation des enfants. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, c'est que cette contribution alimentaire va tomber le 5, mais les factures, le loyer, tout ça, c'est le 1er du mois. Donc, les mères vont déjà payer ces sommes-là et ensuite vont être remboursées sur ce qui a été avancé. Quand je dis petite contribution, c'est parce que c'est une petite contribution. On est vraiment sur des taux d'effort. Donc, on parlait tout à l'heure de taux d'effort. Des pères en moyenne de 11% de leurs revenus pour un enfant. Là, je parle un enfant, salaire moyen, taux d'effort de 11%, alors que toutes les charges qui pèsent sur les mères, que ce soit le loyer qui est très peu pris en charge dans le calcul des contributions alimentaires, tous les frais, nourriture, sorties, santé, vêtements, les petits à côté pour les enfants parce qu'on n'a pas envie de les priver non plus. Tout ça pèse très lourdement et nous, on a fait le calcul dans le collectif. Alors, ça n'a pas été fait de manière très scientifique, donc je vous donne juste une fourchette. On est sur un taux d'effort pour les mères entre 45, quand les contributions sont payées, 45%, donc l'enfant va peser 45% sur ses revenus. Alors que pour les pères, c'est 11%.
Voilà. Merci beaucoup de ces chiffres-là. Clairement, en fait, on parle de montants très faibles. Hein. Grosso modo, l'essentiel des pensions sont autour de 100 euros par enfant. Et encore, même pas. 170 la moyenne. 170 170 la moyenne, 150 la contribution médiane. Et de mémoire, c'était dans l'ouvrage au tribunal des couples, il me semble qu'il n'y a que 7%, 7%, il faut que je vérifie, mais c'était tout petit, 7% des contributions alimentaires qui dépassent les 300 euros par enfant par mois. Voilà. Et alors, dernière chose aussi, les barèmes sont très faibles. Et puis en plus, le principe général, je crois, de la contribution alimentaire, c'est de maintenir le niveau de vie de l'enfant. Sauf que, par exemple, dans le barème, je crois, du ministère de la Justice, seul le salaire de celui qui n'a pas la garde est pris en compte et non pas les deux salaires. Donc, en fait, on est aveugle, par exemple, aux inégalités au sein même d'un couple. Enfin, le barème aurait vraiment de quoi être revu. Et d'autres choses, il y avait la question de Ursula qui était une très bonne remarque. Vraiment, sur cette histoire de pension, on voit bien que dans les violences de séparation, il y a vraiment un truc du genre, dans l'idée masculiniste des choses, quoi, c'est attends, la meuf m'a quitté et en plus je dois l'entretenir. Vraiment, les discours des SOS Papa, des masculinités. Quand on lit leurs commentaires, ils ont l'impression qu'on s'achète des fourrures, des loups-boutins et qu'on part en vacances avec des 170 euros par mois s'ils les versent. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils les versent pas. En tout cas, SOS Papa et tout ça. Ils s'organisent pour ne pas les verser. Mais il y a toujours cette idée de bon prince qui va, selon son bon vouloir, contribuer à l'entretien du cadre de vie de l'enfant, mais surtout la mère, et la pauvre mère qui doit tout le temps quémander en fait, le droit de bien vouloir recevoir le remboursement de ce qu'elle a avancé. Oui. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, alors juste par rapport à ce qui est dit dans le chat, il y a aussi la possibilité, bien sûr, de revoir en fonction de l'évolution de votre situation familiale le montant de la pension alimentaire, mais pareil, c'est toujours, toutes les démarches sont à faire par les mères. C'est les mères qui doivent revenir devant la JAF en disant, en fait, le gars qui était soi-disant insolvable, finalement, en fait, il gagne beaucoup d'argent, et puis moi, en fait, entre-temps, j'ai des problèmes de thunes. On peut retourner devant le JAF pour redemander une fixation, mais tout est compliqué et tout est complexe. Et juste, alors juste, on va passer peut-être juste sur le non-paiement des pensions alimentaires et la fiscalité. Alors, il y a ensuite deux choses complètement absurdes. Alors, il y a quelque chose en fait où moi je me dis qu'à un moment en fait, il faudrait qu'on fasse quasiment une action en justice tellement c'est aberrant. C'est la question de la fiscalité des pensions alimentaires. Ça a été déjà dit dans le chat. On voit bien qu'en fait, alors déjà les pensions alimentaires peuvent être payées même en cas de garde partagée ou en garde principale, peu importe. La question, c'est aussi la question du maintien du niveau de vie de l'enfant. Mais essentiellement, les pensions alimentaires, c'est l'homme, souvent qui n'a pas la garde, vers la femme qui a la garde principale, c'est-à-dire l'homme, à ce moment-là, a un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, et la femme a toutes les périodes de scolaire. Donc, elle avance les frais. En pratique, elle paye la nourriture, elle paye la cantine, elle paye le centre aéré, elle paye les habits, elle paye tout. Et la contribution alimentaire n'est qu'un remboursement de frais. Donc, un remboursement de frais qui sont dus par le père. Et de façon incompréhensible, mais vraiment aberrante, en fait, vraiment aberrante. Moi, j'y ai pas cru pendant longtemps. Quand on me l'a dit, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est inclus dans le revenu. Mais ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas un revenu. C'est-à-dire que si vous avez une facture de cantine de 200 euros à payer, vous pouvez imaginer que le père paye 100 euros, la mère paye 100 euros. Là, ça ne sera pas un revenu. C'est que chacun assume les dépenses de cantine. Si c'était 50%, 50-50 en plus. Et si c'est par contre la mère qui paye les 200 euros de cantine et ensuite qu'elle se retourne vers le père pour lui dire « file-moi 100 euros de pension alimentaire pour payer la cantine », à ce moment-là, c'est considéré comme du revenu. Ça n'a aucun sens. Et c'est une aberration fiscale absolue. C'est pire que ça dans le cas du partage des frais, parce que
sous prétexte 50-50, égalité déjà là et tout ça, il y a une tendance qui se dessine un petit peu chez les avocats et avocates et les juges, c'est-à-dire de fixer le partage des frais. Le partage des frais, toujours en mode 50-50, hein, ce qui est absolument ridicule quand les revenus sont inégaux. Le problème avec le partage des frais, c'est que lorsqu'ils ne sont pas payés, souvent c'est le père qui ne paye pas, c'est absolument impossible de les recouvrer. Impossible. Donc, on peut essayer de négocier avec l'assistante sociale pour qu'elle aille voir le père, pour qu'il paye les frais de cantine, mais à part ça, il n'y a pas d'instrument légal pour pouvoir récupérer en fait le partage des frais. Et nous, on met toujours en garde en fait les avocats et avocates qu'on rencontre, c'est surtout pas fixer le partage des frais, surtout pas, parce qu'en cas de pépin, c'est impossible de gérer ça. Donc, autant des contributions alimentaires, il existe quand même des procédures, même si elles sont longues, même si elles ne fonctionnent pas toujours et ne fonctionnent presque pas. Il y a des procédures qui existent. En revanche, le partage des frais, il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas le modèle conseillé, mais il n'empêche que la fiscalisation des pensions alimentaires, enfin, c'est absurde et ça a des grosses conséquences parce qu'en particulier, il y a des effets de seuil. Donc, quand vous incluez, par exemple, la pension alimentaire dans votre revenu, vous pouvez atteindre des seuils en particulier pour des droits sociaux. Et par exemple, vous pouvez du jour au lendemain ne plus avoir l'allocation logement ou le RSA. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs sociaux dont vous pourriez bénéficier, sur lesquels vous allez avoir une baisse. Donc, en fait, finalement, on vous fiscalise des dépenses, ce qui n'a aucun sens fiscal. Et ça a pour conséquence de monter votre feuille d'impôt. Et même si vous ne payez pas d'impôt parce que vous êtes sous la première tranche, le seuil de la première tranche, bah vous pouvez avoir aussi une perte en termes d'allocation sociale de la part de la CAF parce qu'il va prendre en compte ces pensions alimentaires comme des revenus. Et donc, vraiment, c'est encore l'idée masculiniste que les pensions sont une rente versée aux femmes alors que c'est un remboursement des frais pour l'enfant. Et donc, c'est vrai que la question, on revient à la question sémantique, c'est que peut-être qu'à la fin de ce webinaire, on va toutes utiliser le terme de contribution alimentaire pour mettre à bas ce mythe de l'entretien des femmes qui n'est pas un entretien, quoi. Alors, je pense que parmi celles et ceux qui nous écoutent, certaines ne sont pas concernées par les pensions alimentaires. C'est un sujet que nous, en tant que collectif, quand on a commencé, on a eu beaucoup de mal à se faire entendre pourquoi la question des contributions alimentaires, c'est si important. Même au sein des réseaux féministes, hein, parce qu'à l'époque, et c'est encore un peu le cas dans certaines associations, beaucoup de femmes disent, bon, ben, non, en fait, on ne va rien leur demander aux mecs, on ne va rien leur demander, on est autonome. Mais en fait, c'est le partage des frais, c'est un remboursement, c'est le partage des frais équitable. Donc, c'est pour ça, nous, on insiste vraiment que c'est un objet de lutte féministe, d'une part, et d'autre part, c'est important parce que si on avait la sécurité financière qui nous est garantie au moment de la séparation, c'est-à-dire avec une fixation d'une contribution alimentaire à hauteur des enjeux et des dépenses, et la garantie que celle-ci, elle est payée dans tous les cas, pas juste une allocation comme c'est le cas aujourd'hui, mais le montant fixé par le juge aux affaires familiales ou par la CAF, selon les besoins de l'enfant, payé dans tous les cas, le départ en fait d'un couple sera beaucoup plus facile. Donc, c'est un enjeu féministe, c'est un enjeu d'autonomie des femmes, même si ce sont en fait les droits économiques des enfants. Voilà. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante et toujours sur la pension alimentaire. Donc, il y a cette fiscalisation qui est absurde. Donc, si vous avez des idées, moi, je ne sais pas si non, je ne suis pas juriste, mais des fois, je me dis que peut-être qu'une action, ce serait faire un recours parce que le principe d'égalité devant l'impôt est rompu, quoi. Vraiment, c'est des remboursements de frais. C'est exactement comme si pour votre travail, là, vous avanciez le prix d'un taxi et puis on vous remboursait le prix du taxi et puis vous étiez obligé d'inclure le prix du taxi dans vos revenus. Ça n'a aucun sens. Donc là, je ne sais pas si les juristes ont des idées, mais ça fait très longtemps qu'on demande ça et à chaque fois, on nous répond, alors dans les réponses débiles, oui, mais en fait, la femme qui a la garde a le quotient familial
Donc, c'est pour équilibrer. Ça n'a aucun sens. Enfin, on parle des choux et des carottes. Enfin, le quotient familial, c'est autre chose. C'est par rapport à l'imposition. On estime qu'il y a ce quotient familial qu'on veut d'ailleurs modifier. Mais... Donc, en fait, il y a vraiment des raisonnements complètement à l'envers. Comme elle a le quotient, bah, à ce moment-là, elle va avoir les impôts. Quel est le rapport ou bien, et vraiment, c'est entretenu par cette idée que les femmes seraient entretenues par leur ex. Et parce qu'elles se sentent, enfin, parce que les ex-conjoints se sentent comme ça en train d'entretenir leur ex-conjointe, bah, ils se sentent aussi des droits sur ces ex-conjointes, et en particulier des droits de payer ou pas payer quand ils sont contents ou pas contents. Et donc là, il y a débat sur les chiffres. Donc je ne sais pas quel est ton chiffre à peu près certain, mais on parle souvent de 30% de pensions impayées. Alors, dis-nous tout. Alors, nous, on a pris le parti de dire on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, combien de contributions alimentaires sont peu ou pas payées. Le chiffre de 40% qui est brandi date des années 80, je crois 83, ne concerne que les divorcés, alors qu'on sait que lorsque la séparation est plus ou moins encadrée par un divorce, bien que, je ne dis pas tous les cas, hein, mais quand la séparation se fait de manière très contractuelle, les contributions alimentaires sont un peu plus payées, un peu plus que lorsque ce sont des désunions d'union libre. Mais on ne sait pas. Et la raison pour laquelle on ne sait pas, c'est parce que tout le monde s'en fiche, en fait. On sait combien de pizzas les gens mangent en France par personne. On ne sait pas combien de contributions alimentaires sont fixées et du coup payées ou peu payées ou pas payées. Donc, pour nous, ça relève vraiment de cet angle mort, de cette volonté de ne pas réellement regarder le problème en face, parce qu'il est monstrueusement grand, en fait. Et on avait fait une estimation comme ça au pif, encore une fois, pas très scientifique. Peut-être je ne devrais même pas en parler, mais nous, on l'avait calculé à pas loin d'1 milliard hein, d'encours de contributions alimentaires impayées. Et de temps en temps, sur la page Facebook du collectif, le premier du mois ou le deuxième du mois, on joue au jeu combien il doit. Donc, sur les 50 réponses qu'on va avoir sur la publication, on arrive très rapidement à 1 million d'encours, donc de dettes sur 50 réponses. Donc, c'est vraiment une problématique qui est tellement énorme que quelque part, je crois qu'ils ne veulent même pas la regarder en face. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que c'est tellement plus facile de parler de petites pensions de 170 € qui ne sont pas payées que de dire il y a 1 milliard qui n'est pas payé. 1 milliard, c'est gros. 170 € par maman, des cas isolés comme ça, des grains de sable, c'est pas très gros. Donc, nous, même dans la représentation de ces violences-là, quand on parle avec la presse, on refuse maintenant de mettre des mises en relation avec des victimes parce qu'on ne veut plus, en fait, que les impayés de contributions alimentaires soient illustrés par des mères solo qui se regardent les chaussures, le placard vide. On sait qu'on galère. C'est pas nouveau. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils illustrent ça avec les politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions pour faire en sorte qu'il y ait une réduction de la pauvreté des mères quand elles sont en couple au moment de la séparation et après la séparation. Donc, alors, super. Alors, juste pour répondre à 2-3 choses dans le chat au fur et à mesure. Si les contributions sont notées dans les déclarations d'impôts, on devrait facilement les compter. Bah, ça peut être une... Alors, par contre, je sais que certaines... Enfin, le truc, c'est qu'on pourrait effectivement comparer, si on compare le montant qui est déclaré et le montant qui serait décidé par les juges, on pourrait avoir des estimations, mais on n'a même pas ce chiffre-là, je crois, en fait. Et la question, c'est que, est-ce qu'on s'en fout? Je crois qu'il y avait une question comme ça. Bah, c'est comme le travail gratuit. C'est un truc, c'est... Tant qu'on ne mesure pas, le problème n'existe pas. Et on a très peu de chiffres sur les montants moyens, les montants, est-ce qu'ils sont réévalués? Est-ce que avec l'inflation, parce que normalement, ils devraient être réévalués, quel est le revenu, enfin, l'impact, même l'impact sur le niveau de vie avait été sujet à discussion il y a quelques années de ça. Il y avait une étude de France Stratégie qui avait voulu nous faire croire que les femmes gagnaient entre quotient familial et pension alimentaire. Toute l'étude était fausse de France Stratégie. On avait dû
remettre le truc à l'endroit pour dire que c'était faux et on se rend compte qu'on a très peu de chiffres sur à peu près rien, ni le taux de recouvrement de la CAF, on va en parler peut-être de la Ah oui, ça c'est vraiment… Alors, c'est vraiment très emblématique de ce bidouillage des chiffres. Nous, dans le collectif, on milite pour qu'en fait, toute la gestion des transferts privés que sont les contributions alimentaires soit gérée par le trésor public. Déjà, symboliquement, le trésor public, c'est du plus masculin, du plus lourd, du plus sérieux, alors que la CAF, en fait, c'est presque incitatif au non-paiement. Ce qu'on entend beaucoup dans le collectif, c'est des ex qui vont dire bah, « je ne paye pas parce qu'il y a la CAF ». Donc, même avec le système qui va être mis en place et très certainement voté prochainement, la systématisation du transfert, en fait, l'intermédiation par la CAF du transfert des contributions alimentaires entre ex-conjoints, nous, ce qu'on craint, c'est que parce que c'est géré par la CAF, il y aura encore plus d'impayés. Donc, nous, on souhaiterait que tout ce système soit adossé au trésor public, mais visiblement, les enjeux et le budget est tellement monstrueux et grand pour les CNAF, enfin pour la CNAF, que c'est des questions de précaré, quoi. Donc, visiblement, ils veulent garder ça chez eux. Voilà. Alors, juste peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas ce que fait la CAF, la RIPA, c'est qu'il se substitue au père défaillant. Donc, pour résoudre le problème, Non. en fait, Non, ça encore, c'est un élément de langage qu'il faut… Alors, pardon, en tout cas, il paye une allocation qui a un montant fixe à 110 euros, je crois. 115, totalement arbitraire, uniquement jusqu'aux 20 ans de l'enfant et sous condition de monoparentalité. Donc, en fait, c'est l'ancienne allocation orphelin qui a été transformée dans cette ASF et on part du principe que le lien avec le père est éteint, donc il est mort, ou alors qu'il n'a jamais existé puisqu'il n'y a pas de filiation. Donc, cette ancienne allocation orphelin s'est transformée en ASF grâce à Mme Roudy, la loi Roudy en 84. Donc, à l'époque, moi, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit clairement, nous, on pensait que les mères allaient gagner très rapidement beaucoup plus d'argent au salaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas le bon système. Donc, on sait que ce système-là ne fonctionne pas parce que déjà dans sa construction, cette allocation n'est versée pas dans tous les cas où les contributions alimentaires ne sont pas versées, uniquement si la mère est solo, si l'enfant a moins de 20 ans et pour un montant qui est totalement arbitraire, qui n'a rien à voir avec les besoins en fait, de l'enfant. Donc, il y a un problème. Donc, c'est 115 euros, quelle que soit la pension alimentaire. Et en fait, effectivement, la systématisation, enfin, on peut peut-être parler rapidement du modèle canadien, justement. Donc, c'est… Alors, le modèle canadien, québécois plus précisément, en fait, est adossé au trésor public. C'est systématique, c'est-à-dire il y a une fixation de contributions alimentaires, c'est systématiquement enregistré donc, à cette agence qui est adossée au trésor public. Les conjoints versent à l'agence, et d'ailleurs l'agence a la capacité d'évaluer les contributions alimentaires, et c'est assez rapide, donc selon les circonstances, parce que la vie, elle évolue. Donc parfois, les débiteurs, ils perdent leur travail, donc il faut réévaluer les sommes. Donc ce système-là, il est en place déjà depuis quelques 15 ans maintenant, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, et ils ont en fait un taux de non-paiement de 3%, ce qui est minime. Nous, on ne sait pas quel est le taux de non-paiement, mais on estime que ce n'est pas 3%, c'est beaucoup plus. Donc, ce système-là, il fonctionne parce que c'est rentré dans l'esprit de tout le monde que ces transferts de fonds seront gérés par un tiers qui est adossé au trésor public. Donc, il n'y a pas d'incitation, en fait, de ne pas payer. Il y a toute incitation de régler, d'autant plus que il y a une communication politique autour de ces questions-là. Le Québec fait régulièrement des campagnes en disant quand tu verses ta pension alimentaire, tu es un bon parent. Il y a d'autres provinces canadiennes qui ont par exemple des sites. Alors, je trouve ça un peu extrême, bien que parfois jouissif. Il y a un site qui s'appelle Crappy Dads ou un truc comme ça, donc des pères défaillants, où ils affichent en fait ceux qui, depuis des années ne payent pas les contributions alimentaires et qui en fait enfuient le pays ou qui donnent plus signe au courrier, donc ils les affichent sur un site. Et ça, c'est fait de manière institutionnelle. Donc, c'est vraiment pour dire
à quel point au Canada, ils prennent cette question, plus particulièrement au Québec, mais au Canada, ils prennent cette question au sérieux. Et malgré cela, ils ont calculé, parce qu'eux, ils peuvent le calculer, ils sont à 3,7 milliards d'encours, dollars canadiens. Donc, ça, c'est en 2017. Donc, malgré cela, il y a quand même des impayés. Mais au moins, dans le langage politique et dans tout ce qui est politique publique, c'est une priorité. Le règlement, le bon versement des contributions alimentaires montre que tu es un parent responsable. Voilà. C'est comme en fait la taxation. C'est-à-dire que quand tu payes ton imposition, tu es considéré comme un citoyen responsable. Quand tu payes tes contributions alimentaires, tu es un parent responsable. Bah, merci beaucoup. Et puis, il y avait une question sur pourquoi ça n'a rien à voir avec le quotient familial. Bah, en fait, les deux n'ont pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes finalités, ni les mêmes justifications. Le quotient familial, c'est dans le cadre d'une politique familialiste, c'est-à-dire de dire, OK, donc il y a certains foyers l'État a décidé d'aider un peu les familles et de faire des transferts, une politique de redistribution en direction des familles. Alors, il peut y avoir différents types de politiques en direction des familles. Ça peut être la construction de places en crèche, ça peut être des allocations familiales, donc ça c'est au niveau de la CAF, ou ça peut être le quotient familial, d'offrir des réductions d'impôts ou des crédits d'impôts. Par exemple, sur l'emploi d'une nounou à domicile, vous avez des crédits d'impôts. Donc il y a tout un arsenal de choses pour aider les familles. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le quotient familial, il est inéquitable parce qu'il aide que les familles riches et il oublie les familles pauvres, et en particulier les mères solo. Ça, c'est la politique en direction des familles, en direction, et qui devrait être repensée pour être féministe. De l'autre côté, c'est juste le fait que les parents doivent nourriture et entretien aux enfants. C'est tout, c'est votre rôle de parent en fait. C'est en tant que parent que vous êtes redevable de cette contribution alimentaire. Donc les deux dispositifs n'ont strictement rien à voir. C'est comme si on vous disait « Oh, bah, puisque vous recevez l'APL, bah, on va vous augmenter les impôts ». Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, les impôts, c'est les impôts. Et l'APL, c'est votre allocation logement. Si vous avez droit, vous avez le droit à une APL. Mais on ne va pas vous retirer d'une main ce qu'on vous donne de l'autre, en fait. Donc, en fait, là, c'est la logique, c'est que soyez contents d'avoir le quotient familial. Enfin, le quotient familial, il sert surtout, il est en direction des familles pour les aider justement à avoir un logement plus grand, pour avoir une chambre pour les enfants, pour payer un certain nombre de choses. Et c'est une politique de redistribution de l'État. Tandis que l'autre, c'est vraiment un partage prorata des revenus de chacun des parents, de la charge de l'enfant à proprement parler. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire, à vulgariser en fait. OK, donc je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait par des associations de pères pour, par exemple, amalgamer filiation et autorité parentale, l'exercice de l'autorité parentale. Ça, c'est une chose. Et dans la même veine, il y a aussi un gros travail de fait d'amalgamer quotient familial et imposition sur les contributions alimentaires. Donc, je pense qu'il y a à nous de faire ce travail de vulgarisation avec des juristes féministes, avec des avocates, avec des fiscalistes féministes, parce que oui, elles existent. Donc, de faire ce travail de vulgarisation. Pourquoi, en fait, c'est un faux débat de créer un amalgame entre quotient familial et imposition des contributions alimentaires. Je ne pense pas qu'on va le faire ce soir, mais ça mériterait peut-être qu'on écrive un petit article là-dessus. Alors, il est 21h18, on a déjà 18 minutes de retard par rapport au timing, mais je savais qu'on avait plein de choses à dire. Donc, j'espère qu'on a au moins essayé de vulgariser des messages un peu clés sur cette question-là. Je vois qu'il y a des femmes dans le chat là, qui sont méga expertes. La prochaine fois, je pense qu'elles pourront faire la masterclass à notre place, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes expertes, en particulier du contrôle coercitif. J'ai vu Aude qui parlait, etc. et tant d'autres. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire, mais même si ce n'est pas le... il faudrait une masterclass entière pour parler garde partagée. Mais on peut quand même faire un petit point sur la garde partagée
Donc, il y a ce qu'on appelle la serpent de mer. Donc, les associations masculinistes type SOS Papa se battent année après année, après année, après année pour obtenir la garde partagée par défaut dans le cadre d'un jugement. C'est-à-dire que ce serait la modalité par défaut qui serait retenue, sauf disposition contraire. Les féministes, le HCE, enfin tout le monde est à peu près contre cette disposition, mais elle revient genre 2 fois par an à l'Assemblée quand même. Il y a toujours les associations de SOS Papa qui arrivent à trouver un député pour déposer un nouveau projet de loi encore pour la garde partagée, avec des arguments fallacieux sur si vous voulez l'égalité, à ce moment-là, il faut faire la garde partagée. Moi, j'ai tendance à répondre à cet argument-là, en fait, le fait qu'il y ait essentiellement des femmes qui ont la garde, c'est 72% des femmes qui ont la garde principale aujourd'hui, d'après les chiffres du HCE, 18% qui sont en garde alternée, et le reste, c'est le père qui a la garde. Si les femmes ont 72% la garde, c'est parce que les inégalités dans la prise en charge des enfants avant la séparation, c'était déjà inégalitaire et que les pères ne la demandent pas très souvent, en fait. C'est que souvent... Alors justement, je voudrais juste rebondir là-dessus. En fait, les chiffres sont très clairs. Lorsque les pères sont grimpés sur les grues en 2013-2014, ils ont exigé une étude. Cette étude, en préalable, a fait l'objet d'un cahier de charges interasso, interministériel, où les associations de pères ont réussi à faire botter en touche toute mention du mot violence conjugale. Donc, du coup, on a ce rapport de 80 pages qui parle donc des séparations et de la résidence des enfants et des situations de conflit. Donc, en gros, c'est 80% des situations, les parents se mettent d'accord entre eux. Super, c'est génial. 10% des situations, l'un des deux parents ne se prononce pas ou n'est même pas là à la séparation. Donc 8%, enfin, donc 80% de ces 10%, donc ça fait 8% total, qui sont donc les pères. Bon. Donc ceux qui ne sont pas présents à l'audience. Et les situations de conflit, qui recouvrent bien sûr les violences conjugales aussi. Ces situations de conflit, c'est 10%. Bon, on pense que c'est un peu plus, mais c'est comme ça que ça a été évalué. Lorsque les pères demandent la résidence alternée, tout cas confondu, bien sûr ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas la demander, mais bon, tout cas confondu, ils l'obtiennent à 92%. Donc c'est un faux débat en fait. C'est un faux débat. Les 8% de refus des pères qui ont demandé la résidence, parce qu'on ne va pas parler de ceux qui ne demandent pas la résidence alternée, on ne va pas leur accorder ça d'office comme ça. Et d'ailleurs, c'est violent pour l'enfant d'être en résidence alternée alors qu'un des deux parents n'en veut pas de cet enfant. D'accord ? Donc, les prochains projets, enfin, les prochaines étapes législatives pour ce projet masculiniste qui est la résidence alternée par défaut, ça va arriver très vite. Il y a déjà des textes en cours et c'est beaucoup plus sournois que dire c'est par défaut. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est que les juges aux affaires familiales examinent en priorité la résidence alternée comme option modalité de résidence des enfants, sauf si l'un des parents s'estime pas capable de prendre en charge l'enfant. Alors, vu comment les mères sont conditionnées pour ne surtout pas dire qu'elles ne sont pas capables d'être mères, ça revient en fait à dire que c'est une résidence alternée imposée aux mères avec une option opt-out pour les pères, parce que bon, ils ne se sentent pas capables. Voilà. Donc, ça, c'est le prochain texte qui va arriver et qui est dans les tiroirs et on espère surtout qu'il n'arrive pas à l'Assemblée nationale parce qu'à chaque fois, ça nous coûte en ressources féministes, de mobilisation, d'éduquer une fois de plus les parlementaires, l'opinion publique. Pourquoi, en fait, c'est un faux débat. Et peut-être qu'on n'a peut-être pas bien expliqué quel était l'objectif de ces associations masculinistes, c'est d'utiliser, d'instrumentaliser la garde alternée pour maintenir les violences post-séparation. Soyons extrêmement clairs. Donc, en fait, grosso modo, les chiffres nous montrent que essentiellement, c'est les femmes qui ont la garde des enfants parce que c'est elles qui s'engagent à s'occuper des enfants, et qu'il y a beaucoup de pères qui ne veulent pas cette garde-là. Mais par contre, les pères violents,
qui ne s'occupaient pas des enfants avant la séparation se retrouvent avec des velléités de devenir des pères modèles hyper impliqués à aller chercher les enfants à 16h30 et à demander des gardes alternées pour continuer à mettre la pression et commettre des violences contre elles dans un souci vraiment de contrôle coercitif post-séparation. Et donc, et on a démontré, on rappelle chaque année depuis des années qu'en particulier un certain nombre de responsables associatifs dans ces associations comme SOS Papa ont été, ils ont été privés de la garde et à qui on n'a pas accordé la garde, voire même qu'on a retiré des droits de visite, c'est parce qu'il y a un passif de violence. Mais ça, ils ne le disent pas. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose à marteler en permanence, c'est qu'un mari violent n'est jamais un bon père. Et donc, un père violent n'est jamais un bon père non plus. Donc, à partir du moment où il y a violence, il ne peut pas avoir la garde et il ne peut certainement pas avoir non plus la garde alternée. Et la garde alternée n'est possible qu'uniquement quand les deux parents s'entendent suffisamment bien, ils sont d'accord pour une garde alternée. Et que l'enfant soit d'accord, parce que l'enfant, c'est un enfant qui va bouger d'une maison à une autre. Donc, la résidence alternée, ça peut être une super option, vraiment, mais il faut des moyens. Il faut quand même deux appartements ou deux maisons qui soient assez accueillants. Il faut pouvoir bouger l'enfant facilement. Il ne faut pas que les mères et les pères vivent trop loin, parce que ça, c'est l'autre violence qui est faite dans la résidence alternée imposée, c'est-à-dire que c'est une assignation à résidence. Donc, celles qui sont victimes de contrôle coercitif post-séparation, qui sont victimes de violences conjugales, violences économiques, peu importe, ou tout simplement qui ont une opportunité de travail, ailleurs, sont assignées à résidence près du père de l'enfant. Parce que c'est toujours celui avec les revenus plus élevés qui va l'emporter. Et ça, on le voit aussi maintenant avec il y a une espèce de boucle qui se boucle avec les victimes de contributions alimentaires impayées. Il y a une mode en ce moment où les pères qui sont auteurs de ces impayés-là vont aller demander la résidence exclusive, parce que ce n'est pas que la résidence alternée qui pose problème, la résidence exclusive de l'enfant en disant « Regardez, madame est pauvre, moi, finalement, j'ai trouvé un travail, je suis établie, j'ai une maison, donc je veux bien prendre l'enfant. » Alors que pendant des années, il aura maintenu en fait son ex-conjointe dans la pauvreté. Donc, c'est aussi une stratégie pour récupérer l'exclusivité de la garde de l'enfant. Donc, alors, c'est un excellent teasing d'ailleurs pour la 3e masterclass. Et je ne sais pas si vous avez d'autres réflexions, questions à poser où on conclut. Parce que la semaine prochaine, on parlera du SAP, du syndrome d'aliénation parentale, et des stratégies masculinistes associées au syndrome d'aliénation parentale. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est justement pour faire croire que la mère essaye de retourner l'enfant contre lui. Donc, c'est assez mobilisé, par exemple, pour décrédibiliser en cas de violence. Donc, le cas typique qui est réellement poignant, parce que quand on entend ces récits, c'est vraiment extrêmement poignant. C'est le cadre d'un homme violent qui demande la garde alternée pour avoir le contrôle encore sur son ex-conjointe et qui, quand l'ex-conjointe dénonce les violences commises soit contre elle, soit contre son enfant, en particulier des violences incestueuses, donc inceste, viol, pédocriminel, on va accuser la mère de vouloir se venger pour garder l'enfant. Donc, en fait, retournement total, et on va l'accuser de mentir sur les violences pour obtenir la garde et de situer ça sur le terme du conflit parental où la mère aurait manipulé l'enfant pour garder la main sur la garde. Mais là, on est vraiment dans la théorie masculiniste pure dont on vous parlera la semaine prochaine. Et la garde alternée est liée à ces stratégies masculinistes extrêmement claires. Peut-être que vous avez vu, par exemple, un film comme Jusqu'à la garde, qui est un bon film, je trouve, pour montrer les violences post-séparation. Merci beaucoup, Céline. Alors, je pense qu'on va... Est-ce que Stéphanie veut conclure peut-être, parce qu'elle a peut-être...
Je te laisse conclure, Stéphanie. Oui, alors c'est vrai que là, en 2 heures, on a l'impression d'avoir dit beaucoup. Finalement, c'est un sujet qui reste encore à explorer. Donc, si ça vous tente, nous, avec la collectif Abandon de famille, nous sommes en train de mettre sur pied un site web qui va s'appeler Stop Violence économique. On est toujours à l'affût de contributrices en texte, en temps, parce que bon, c'est vrai que le travail bénévole, nous, on est un peu éparpillés. Donc, ce site-là va couper un peu toutes les informations qui sont disponibles, les recherches qui sont disponibles à ce jour, et on espère réellement inciter, inspirer d'autres féministes à continuer sur cette voie et de chercher, d'expliquer et de conscientiser sur la question des violences économiques faites aux femmes et aux enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette masterclass qui était très intéressante et éclairante. Et du coup, on a beaucoup dépassé, mais il y avait beaucoup à dire. Donc voilà, ce sera disponible en replay sur YouTube avec les références qui sont notées sur cette page. Donc voilà, le collectif Abandon de famille tolérance zéro, des livres également qui ont déjà été cités, et puis un podcast de Tissou Lecoq. Alors, et juste une dernière question qui est posée. Comment faire bouger les lignes au gouvernement? Venir au groupe élection 2022. Ça a osé le féminisme. On travaille sur des revendications claires, précises. Voilà. Et il y aura tout un volet là-dessus. Et j'espère qu'on pourra profiter de l'expertise de Stéphanie Lamy ou de tant d'autres pour essayer de présenter des choses claires et synthétiques, parce qu'il y a vraiment un travail de vulgarisation, d'éducation sur des sujets qui sont méconnus. Et cette question fiscale, sociale et de pension alimentaire, on va essayer de la porter pendant la campagne électorale. Donc, venez militer avec nous aussi. Parfaite transition pour justement nous dire de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez militer, c'est militer@oserleféministe.fr. Et puis, vous pouvez faire un don pour l'association pour continuer de faire des actions dans ce genre-là, ou télécharger le moteur de recherche Lilo, qui est un moteur de recherche solidaire. Merci beaucoup à toutes les participantes et tous les participants. Et du coup, je vous